C'est Fabéule dans le Fabuleux Show, le seul podcast où l'on parle de l'échec autrement. Nos invités viennent nous raconter un épisode marquant de leur vie. En parler, c'est bien, c'est même courageux. Et en rire, c'est encore mieux. From Fabulous to Fabulous, ça part. Salut l'équipe et bienvenue pour un nouvel épisode du Fabuleux Show. Aujourd'hui, on accueille Vincent. Salut Vincent. Salut à tous. Waouh, super voix. Ouais, je voulais le faire un peu en mode crooner. Je me suis dit, c'est important de tout de suite imposer, immédiatement passer pour une merde et à fond dans le show. Tu l'as très bien fait. Et tradition oblige, on attaque tout de suite avec la question qui fâche de Hull. On t'écoute Hull. Alors Vincent, on va arriver très fort, les pieds dans le plat tout de suite. Ok, ça marche. Est-ce que tu es team Céline Dion ou Mylène Farmer? Mylène Farmer. Aïe aïe aïe. Ouais, je suis désolé les mecs. Je suis tellement pas d'accord. Mais bon. Mais en fait, pourvu qu'elle soit douce, mon pote. Bah non, Mais moi c'est beaucoup team trop Céline. team Céline, ouais, bien sûr. Ah ouais. Mais tu vois, je savais que t'étais sympa, mais qu'il y avait un truc qui clochait chez toi. C'était obligé qu'il y ait une merde. Tu le sais aussi bien. Écoute Vincent, Hull a fait le paparazzo, comme on dit en Espagne, sur ton Wikipédia, et voilà ce qu'il a trouvé. Allez, on t'écoute. Alors Vincent, tu es né à Pointe-à-Pitre, tu as seulement 38 ans. Sur ton CV, on peut lire que tu as été policier, agent immobilier, barbeur ou encore restaurateur. Première question, est-ce que j'en ai oublié? Ma deuxième question, qu'est-ce que tu ne sais pas faire Vincent? Bien écoute, qu'est-ce que je ne sais pas faire? Faudrait que tu demandes à ma femme. Il y a énormément de choses que je ne maîtrise pas. Et oui, j'aime créer, entreprendre. Et tu as oublié quoi? Eh bien, je dirais photographe et création dans le monde du sport, dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Exactement, le sport, ça te parle aussi. Même si par contre physiquement, je n'ai aucun rapport avec ce qu'on va discuter parce que voilà, c'est comme ça. La vie, il y a des aléas et la vie est pas toujours sympa avec nous, ok? Eh bah écoute, je propose justement qu'on parle de ton histoire absolument dingue. Parce que ça va dans tous les sens, je vous préviens. On va commencer depuis le départ. Et le départ, c'est en 2008. Tu es jeune policier, tu quittes Brest, direction... Exactement. Alors d'abord Nantes pour l'école et après Paris, la capitale, pour certainement l'une des meilleures périodes de ma vie, la police. Parce que c'était épanouissant au possible, t'apprends à connaître l'humain dans malheureusement pas toujours les bons travers on va dire, et puis tu t'épanouis à essayer d'avoir ce truc là, de vouloir gérer un peu l'injustice. Quand j'étais jeune c'était toujours un truc qui m'animait tout le temps, tu vois, le côté c'est injuste pour quelqu'un qui était victime d'un truc, tu vois, ça, j'étais toujours un peu à essayer d'aider ceux qui étaient un peu dans la merde, tout ça, à mon petit niveau de gosse quoi, mais dans l'esprit j'ai toujours été un peu comme ça. Du coup la police, ça a pas été une évidence parce que je suis parti en droit, au début je voulais être dentiste, alors tu vois on n'y est pas du tout. Absolument pas. Mais ça n'a pas été une évidence tout de suite. Par contre, voilà, j'avais des références de beauf, je sais pas, Training Day, Bad Boys, voilà, les petites refs un peu opérationnelles. Tu leur ressembles un petit peu en plus. Voilà, c'est ça. Bah, je suis Will Smith en blanc. Et moi, je distribue des mandales aux Oscars dès que je peux. C'est obligatoire. Et puis, bah voilà, police exceptionnelle. J'ai intégré du service judiciaire, de la brigade anticriminalité, voilà, tous les services vraiment sympas de la police pour t'épanouir. Surtout des belles rencontres de gars en fait avec qui tu peux être dans des moments extrêmement difficiles et en même temps des moments tellement dans la bienveillance, dans le côté corporate que tu retrouves un peu nulle part, quoi. Il n'y a pas un boulot où tu te retrouves dans une situation de danger et tu dois compter les uns sur les autres, c'est quand même assez rare. Il y a un vrai côté team que tu as dans les métiers de corpo, que tu as dans le milieu hospitalier, que tu as dans plein de milieux où tu dois compter les uns sur les autres parce que le métier fait que c'est jamais simple. Honnêtement, ça crée des liens un peu indélébiles, même si après c'est des personnes que tu revois plus. C'est un truc que tu peux pas oublier, quoi, qui est exceptionnel d'un point de vue humain. Voilà. Bonne expérience en tout cas. Ouais, excellente expérience. Et donc, durant cette expérience, tu vas rester 3-4 ans donc là-bas. En fait, pendant que je suis dans la police, j'ai toujours eu ce côté un peu entrepreneurial depuis que je suis gamin, mais entrepreneurial de gamin issu d'une famille où il n'y a pas d'argent. Donc, en réalité, c'est le gamin qui comprend rien. J'ai aucune notion de l'économie dans l'entrepreneuriat, j'ai aucune notion de l'entrepreneuriat, je sais pas ce que c'est la TVA, etc. Je connais rien en fait. Donc si tu veux, on est vraiment une bande de potes du lycée où on a tous été un peu dans les mêmes mouvances, beaucoup dans le sport. On a toujours fait du sport de combat ensemble, tout ça, et on avait une petite équipe qui commençait à être quand même assez importante. Et en 2008 ou en 2007, l'un d'eux a proposé, ouais les gars, j'ai envie de créer un site internet, un réseau social du bien-être, etc. Avec ma frangine, on veut faire ça. Ça s'appelle Cyril de Souza, pour pas le nommer, qui est maintenant devenu un peu un pont en intelligence artificielle. Et voilà, il me parle de ça. Et moi, bien sûr, je pars à 200 à l'heure. Je suis tout de suite en mode, ok, génial, incroyable, let's go, on essaye. À partir de là, on essaie de créer un truc assez intéressant. On se fait arnaquer littéralement
par des mecs qui nous font le site internet à l'époque et on paye 60 000 euros le site internet. Alors là, tout le monde dit ah c'est pas possible et tout, c'est fou. Mais en fait, cette année-là, en 2010, ouais c'est ça, 2009 ou 2010, il n'y a pas le côté WordPress. Tu regardes 3 tutos sur YouTube, t'as pas YouTube en fait. T'es pas en mode, t'apprends en 2 secondes, tu vois les trucs. Donc du coup, on passe par une boîte qui nous prend, ouais, je crois 60 000 balles le site internet, référencement 900 balles par mois. Enfin bon, bref. Et notre site, il fait quand même plus de 200 000 visiteurs uniques par mois, donc il est quand même bien fréquenté. On arrive à signer avec Flammarion pour obtenir de la maison d'édition tout leur côté santé, bien-être, etc. À l'époque, c'était le régime Ducamp qui était en mode plus vendu que la Bible, là, et du coup, on avait signé avec eux, etc. Mais en fait, si tu veux, nous, on n'avait pas de notion de comment faire du fric parce qu'on n'a personne qui nous parlait de ça. Donc, si tu veux, Ok. quand tu as un site qui fait 200 000 visiteurs uniques, t'en parles maintenant, il y a des gars qui disent ok, faut que tu fasses ça, 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 telle stratégie, tel machin, etc. Mais quand t'es gamin, tu te dis bah attends, je vais mettre un panneau publicitaire et je vais prendre 500 000 balles par semaine. Ça n'arrive bien évidemment jamais. Si tu prends Ouais. 5 euros, c'est déjà un rêve. Et donc, si tu veux, en bout d'un moment, on leur dit bah écoutez, ça coûte trop cher le site. Vous nous coûtez très cher en référencement. Voilà, pour nous, ça, c'est pas possible. Tout le monde a mis toutes ses économies. Il faut savoir que moi, en école de police, je prends 1300 balles par mois. Je mets toutes mes économies que j'avais à l'époque dans le projet parce que je suis un peu dans un côté all-in. Moi, je suis tout le temps all-in. Je crois à un truc. Voilà, je vais pas me prendre la tête. J'y vais. Et si tu veux, ça nous met dans une situation où le mec nous dit bah écoutez, il y a pas de problème, les gars, vous pouvez arrêter. Par contre, vous avez peut-être pas lu bien les petites clauses, mais en fait, le site nous appartient, le logo nous appartient, tout nous appartient. Donc, si vous arrêtez de payer le référencement, vous perdez le site internet. Et donc, on perd le site internet du jour au lendemain. On se fait littéralement arnaquer par cette boîte-là. Tu leur Et donnes en fait le site internet finalement. ouais, voilà, exactement. On perd tout, quoi. Tu vas en faire une force parce que de là, tu vas avoir une nouvelle idée, une nouvelle création, Exactement. et pas des Exactement. moindres, parce Pas que des les moindres. gens la connaissent encore un petit peu cette création. Exactement. Elle est un petit peu en vogue. Accrochez-vous. Je pense que les gens ne sont pas prêts à ce qu'ils vont entendre parce que est-ce que tu peux l'annoncer? Je peux l'annoncer, je suis le fondateur officiel du MMA Factory. Eh oui. Voilà, tout simplement. Ça c'est fou. Et Par je contre. vais donc raconter. Et je vais donc raconter pourquoi Bien sûr. on ne me connaît pas et pourquoi j'ai fait ça. Eh ben écoute, c'est parti. Allez, c'est parti. Du coup, on est cette bande de potes, toujours dans les sports de combat. Donc moi, je m'inscris au MMA chez Denis Sudsinger, qui a créé Camp 10 dans le 10e arrondissement de Paris. Ok. Et un mec excellent, un ancien flic très, très sympa. Et je vais l'interviewer, ce gars-là, via le site pour parler du MMA, du développement du MMA. Et voilà, ce mec-là, après, bah, je rentre en tant qu'élève chez lui. Et moi, ça commence un peu à me travailler. Je me dis, ce sport est quand même dingue. C'est un sport hybride qui va mélanger toutes les phases, phase debout, phase au sol, phase de lutte. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment enfin, c'est le sport ultime. Et d'ailleurs, Ultimate Fighting Championship, bon, voilà, c'est le sport ultime. Et derrière, quel est le sport en termes de préparation physique à l'époque en vogue sur le modèle anglo-saxon? C'était le CrossFit. Le CrossFit n'existait pas en France. T'avais rien. Ouais. En 2010-2011, t'avais pas de CrossFit, ça n'existait pas. Ok. Et aux États-Unis, si tu veux, je vois que le truc explose et que c'est exceptionnel, avec une mentalité de dingue, etc. Donc, de là commence le projet. Ok, comment tu montes ça quand t'es un demeuré de flic de 25 ans, quoi, tu vois? Qui a pas beaucoup Euh, d'argent en Il plus. faut de la thune, et comment ça se passe? Voilà, j'ai cette idée, je me dis ok, je vais appeler ça Crossfight, parce que CrossFit, Free Fight, même si Free Fight c'est très vulgaire en termes de MMA, mais voilà dans l'esprit. CrossFit, Free Fight, hop, on condense tout, ça fait Crossfight, terminé, le blaze est sympa. Et là, je me dis, bon bah il va falloir que je m'entoure de personnes compétentes, parce que moi, je suis pas coach, ça se voit. À l'époque, il y avait quand même 30 kilos de moins, je vous rassure, ça se voyait toujours pas. J'avais toujours pas une gueule de coach. Mais voilà, j'étais passionné par ça. Puis voilà, j'étais, on va dire, plus affûté que maintenant, que j'étais plus sportif, bien évidemment. Du coup, voilà, je me dis, bon, bah, comment je vais créer ça? J'écris à Fight Sport Magazine. Alors, à l'époque, il y avait, donc maintenant, tout le monde connaît Karaté Bushido parce que Ouais. la chaîne, elle a explosé, 1 million d'abonnés, etc., avec Greg MMA. Mais à l'époque, Karaté Bushido, c'était surtout un gros magazine sur les sports de combat, toutes les actualités des sports de combat. Donc, c'est là où tu avais les actualités de Jérôme Le Banner quand il combattait en K1 au Japon et tout ça. Donc, c'était un magazine qui fonctionnait très bien. Il y avait Fight Sport Magazine, qui était un autre magazine qui fonctionnait également très très bien. Et du coup, moi, en mode gamin, j'écris un courrier à Fight Sport Magazine en disant voilà, j'aimerais savoir pour vous quel est le meilleur entraîneur en France. Le magazine me répond quelques semaines après. C'est Ghislain Brix qui me répond, qui était journaliste là-bas. Je crois que même c'était le rédacteur en chef du magazine. Et il me répond moi, je vous citerai comme personne à en devenir Fernand Lopez.
Donc Fernand Lopez, maintenant, c'est quelqu'un qui est très connu, qui est médiatisé. Moi, je le connais pas. Je sais pas du tout qui c'est. En fait, c'est un élève de Mathieu Nicourt, qui est de la Free Ok. Fight Academy. Et il est coach là-bas à la Free Fight Academy. Il est coach également pour des personnes. À l'époque, il entraînait un gars qui était avec Richard Douyeb en Krav Maga, donc le Krav Maga, un pont pareil du Krav Maga à Paris. Et voilà, il l'entraînait en perso, quoi. Et Donc Fernand voilà, il faisait de Lopez, l'entraînement. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'actuel entraîneur le plus connu du MMA en fait en France en tout Ouais, du cas. MMA. Enfin, en tout cas, c'est celui qui a eu le côté le plus, comment dire, influent dans le milieu du MMA, dans le rayonnement du MMA en France, parce que justement par rapport au club et à son travail acharné, parce que c'est un mec, qu'on le veuille ou non, c'est un mec quand il bosse, c'est machine de guerre. Mais on en parlera après, mais Bien dans sûr. l'esprit, voilà, c'est quelqu'un, oui, qui a eu, en tout cas, qui a une influence énorme et qui est considéré comme l'un des plus grands coachs de MMA en France. Maintenant, bah, bien évidemment, il y a d'autres coachs qui sont arrivés dans le circuit, qui sont excellent, mais voilà, ça reste quelqu'un de remarquable qui a permis à beaucoup de gens de rentrer dans le milieu du MMA et d'intégrer les sphères du MMA qui sont celles actuelles, quoi. Et qui était combattant d'ailleurs avant en MMA. Voilà, il a été combattant, il a été rugbyman professionnel, il a été lutteur aussi pro, je crois qu'il est ceinture noire de taekwondo, il a fait pas mal d'études sur l'aspect physio, sport, etc. Et il était à la commission nationale du MMA, qui était la première commission à l'époque avec Bertrand Amoussou, qui était un des combattants qui avait intégré le Pride à l'époque. Et donc je vais lui demander une interview et il va me dire oui. Et j'arrive là-bas, il entraîne du coup ce coach de Krav Maga en cours particulier. Je le filme, je fais une petite interview, tout ça. À la fin, moi j'avais une tablette. Je me souviens, j'avais une tablette Samsung et j'avais fait sur Paint, j'avais écrit CrossFight sur une sorte de club de CrossFit qu'il y avait en visuel aux États-Unis. Et j'avais écrit CrossFight, j'avais fait un autre visuel où il y avait une cage de MMA et j'avais écrit CrossFight comme je pouvais. Vraiment, à l'époque, Photoshop et tout, je savais même pas ce que c'était. Et je suis arrivé avec la tablette, j'ai dit, bon, c'était trop bien l'interview, merci pour tout. Voilà, je viens vous voir pour une autre chose. J'ai un projet, je veux créer un complexe qui s'appellerait CrossFight, qui mélange le CrossFit et le MMA, et je veux faire le truc le plus stylé qui existe en France. Donc voilà ce que j'imagine, voilà le nom. Le mec, il est un peu choqué. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il me veut là, le petit bab tout sensible là, qu'est-ce qu'il veut en fait? C'est quoi son problème à lui, tu vois? Et je pense qu'il est quand même un peu intrigué, parce que j'ai 25 ans, Il sait que t'es flic. il sait que je suis flic, bien sûr. Ouais, ouais, il sait que je suis flic. Et il me dit, écoute, si tu veux, on va manger ensemble la semaine prochaine. Et donc on se donne rendez-vous dans un couscous dans le 93 à Pantin, Ok. et on va manger au couscous. Et là, échange lunaire. Donc moi, je lui explique ce que je veux faire, de quoi je m'inspire, quelles sont mes idées, là où je veux aller, etc. J'ai pas de blé. J'ai pas de thune, bien évidemment. C'est Lui, bon à on a, savoir. voilà, lui n'a pas de thune non plus. Ok. Et je lui dis, voilà, je veux monter ça. Qu'est-ce que t'en penses? Le mec me dit, écoute, franchement, c'est très bizarre, j'ai pas envie de te mentir, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît chez toi. T'es à fond. J'ai l'impression que tu vas soulever des montagnes. Écoute, je suis ton homme. Je suis chaud pour rentrer dans le projet. Connexion de dingue quoi. Connexion de dingue. On s'est vu 2 fois. Donc, moi, je me dis, ok, c'est bon. J'ai l'entraîneur de MMA. C'est gagné. C'est terminé, c'est parti, ça commence, quoi. Dans ma tête, je me dis ça, quoi. Ouais. Je sais pas encore tout ce qui est répartition capitalistique. Je pense pas à tout ça. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est le projet. Où est-ce que je vais, quoi. Et donc, je continue mes démarches pour essayer de trouver un coach de CrossFit. Et à l'époque, il y avait une personne qui était certifiée CrossFit, parce que CrossFit, tu passes en fait des certifs. Et CrossFit, tu pouvais pas être entraîneur CrossFit affilié CrossFit sans avoir la certification CrossFit. Ok. Donc il y avait une nana qui s'appelait Cathy Jagers, qui était coach particulier, qui avait cette certif de CrossFit. Donc là, pareil, je vais la voir. Et là, je m'étais un peu plus pris la tête sur ma présentation. J'avais commencé à prendre des sites internet de CrossFit aux États-Unis, à mettre en français, etc. Voilà, à le refaire en visuel et tout ça. Et en disant, bah voilà ce que je veux faire, CrossFit, MMA, etc. Elle, ça la faisait grave flipper le MMA. Elle se dit, ouais, le MMA, ça va être source de Lascar, tout ça. Donc elle flippait de ouf. Et je dis non, voilà, on va être dans Paris, voilà, il y aura des prix qui vont faire aussi le tri, parce que bah tu peux pas plaire à tout le monde non plus, mais voilà, il faut faire aussi des choix. Il faut que ça rentre, et il faut que les prix soient aussi voilà cohérents. Et donc pareil, elle me suit, elle me dit ok, ça marche, il n'y a pas de problème. J'ai un pote à l'époque qui est dans la marine et qui a fait une réorientation dans le coaching sportif.
Sportif très accompli également dans le karaté, pareil et tout ça. Super bon mec, voilà, une famille de sportifs, mentalité de sportif, mentalité de militaire, qui veut se réorienter. Et il me dit, bah vas-y Vincent, je te suis, je quitte Brest, je quitte tout et je viens à Paris dès que c'est ouvert, je viens à Paris pour coacher dans la salle. J'ai le diplôme, donc je peux venir et tout. Donc en fait, j'avais mes deux coachs. Ah, les Ok. planètes commencent à s'aligner pour toi là. Ça commence un petit peu à s'aligner. Mais il va y avoir plein de merde, mais ça commence à s'aligner. Après, Fernand Lopez, il me dit, écoute Vincent, j'ai commencé à contacter mon réseau. On a Alassane Gueye qui va prendre l'aspect boxe Thai. Donc Alassane Gueye, c'est le coach du Phoenix Thai à Paris. Ça vous dit rien, mais c'est certainement l'un des plus grands coachs de boxe Thai en France, avec Rodrigo Alamos, tout ça. Et ce gars-là accepte de rentrer dans le projet. Super mec, très bonne mentalité, enfin voilà, trop bien. Dans la foulée, il me dit, j'ai John Dovey qui va aussi intégrer. John Dovey, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale des JO de boxe anglaise. Sachant qu'Alassane Gueye, pareil, c'est l'entraîneur national de boxe Thai. Là, tu te fais une équipe d'Avengers Donc, là. t'as que des bangers quoi, qui débarquent. Quoi. Après, donc, il avait pareil trouvé un gars en lutte, trouvé un gars en JJB, ouais, Jiu-Jitsu brésilien, Sébastien Laurent, et puis bah, lui en coach de MMA. On avait vraiment tous les coachs, c'était gagné. Donc maintenant, il faut une salle, du pognon, Mm. et puis créer le business. Quoi. Donc, Lopez, à ce moment-là, me dit, bah Vincent, bonne chance. Hein, tu vois, moi, je vais rien t'apporter, je vais pas t'apporter de pognon. Lui, la répartition dans les parts, c'était 15%. Lopez, il avait 15% des parts. Et c'était, bah voilà, mec, démerde-toi, quoi. Maintenant, je vais Ok. pas t'aider à te pognon tout. Je peux faire tout ce que est en mon pouvoir, qui est de t'aider sur le réseau, etc., faire marcher ses contacts, etc. Mais là, toute cette partie-là, la création de la salle, tout, bonne chance. Là, tu t'as même pas trouvé la salle encore là. J'ai pas la salle. Et voilà, À on ce part moment-là, sur un moi, je tuto peux- là. Comment démarrer de zéro là. comment démarrer. Mais quand t'es flicard à Paris, bah du coup tu sais assez facilement aller voir les administrations. Donc je vais voir les administrations, les mairies, mairie du 13e, je me souviens, du 11 et tout, pour essayer de demander des salles. Donc voilà, ils me disent non, ils flippent sur le MMA, ils flippent sur le CrossFit. Je teste aussi d'aller voir une banque pour voir voilà comment ils accompagneraient un projet sportif comme ça. Et ils me disent bah tout simplement qu'ils accompagneraient pas quoi. En fait, Parce les qu'il y a, mecs ils te disent, ouais, il y a bah, pas ils te d'équivalence disent, à ce moment-là. c'est quoi le MMA? Bah ouais. Donc après, ils voient les mecs, ils paniquent. C'est quoi le CrossFit? Ça n'existe pas en France. Donc ils disent, j'en ai rien à foutre. Donc en fait, toi, bah, t'as envie de créer un truc où il n'y a rien qui existe. Le MMA, c'est pas encore légalisé en France. Tu peux pas pratiquer l'aspect Mais compétitif, tu peux pratiquer l'aspect loisir. sportif. Voilà, loisir, même sportif de haut niveau. Mais par contre, tu combats à l'étranger. Tu combats pas en France. Donc on avait déjà, nous, des champions quand même français qui combattaient à l'étranger, qui étaient exceptionnels. Mais ils pouvaient pas combattre en France, c'est pas légalisé. Et donc, bah, du coup, les banques, elles font des AVC en fait. Maintenant, tu veux ouvrir une salle de CrossFit, tu dis bonjour, CrossFit, t'as une chance sur deux que ton banquier il ait déjà essayé. CrossFit à l'époque, le mec il dit mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ton truc? Ouais, mais ça a été créé par les Glassman, c'est des gymnastes et tout, c'est trop bien et tout. Le mec il dit bah, ouais, bah, tu raconteras ton histoire aux États-Unis, on en a rien à foutre, on est en France. Allez, va faire la marelle là, casse-toi. Donc moi, si tu veux, bah, tu sais, je prenais des claques comme ça non-stop. Je pense que ce projet-là, je l'aurais monté maintenant, je l'aurais pas abouti. Le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas comprendre, de ne pas appréhender le business dans ses grandes largesses, comme beaucoup de chefs d'entreprise, la naïveté t'aide à prendre des décisions et en tout cas à avoir une certaine abnégation Et ton insouciance et t'es Exactement. jeune et t'es motivé et en fait, Exactement. En fait, tu suis un instinct que t'as. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là en me disant, ah, ça, je le sens bien, ça, je le sens bien et tout. Dans tous les trucs que je faisais, le sport, quand je suis keuf, voilà, pareil, tu vois, tu sens les choses, quand tu sens les mecs où ça colle pas, le mec te ment, ou tu suis des mecs que tu sens et ça marche. Enfin bref, voilà, t'as un instinct. Moi, je sais que j'avais ce côté instinctif où je me dis, ok, moi, je sais que c'est bon, il faut que j'arrive au bout. Et je faisais vraiment la projection de me dire, je vois la salle, je vois comment ça va être et tout, tu vois. Et donc, bah là, maintenant, bah, il va falloir avoir encore des planètes. Et il va falloir croire en la providence. Ok, comment tu vas trouver de l'argent et comment la banque va te suivre et comment tu vas gérer ton projet. Et là, moi, faut pas oublier une chose, c'est que moi, je suis dans la police et j'ai pas le droit de créer des entreprises. C'est ce qui amène le fait que je n'ai jamais été médiatisé par la création de Crossfight MMA Factory. les gens qui doivent se dire, bah, c'est un mytho, c'est Exactement. Fernand. Oui, voilà pourquoi, et c'était important Voilà de le pourquoi. souligner, il était policier, donc forcément, ton blaze pouvait pas sortir. En fait, tu as le droit d'être actionnaire, c'est comme si tu jouais en bourse, on va dire, tu as le droit d'être actionnaire dans l'esprit, mais tu n'as pas le droit d'avoir un rôle administratif dans une société de type président, gérant, tu vois, voilà. Mais j'avais quand même le droit d'être actionnaire majoritaire. Donc Ok. j'étais l'actionnaire majoritaire, mais par contre, j'avais pas le statut social.
dans la société. Je crois quand même si j'étais quand même DG, il y avait le président de la SAS, et je crois quand même que j'étais DG. Et ça, c'était un peu passé. Mais bon, le truc était un peu passé dans le sens où je l'avais pas dit, moi, à la police. Je savais juste qu'il fallait pas que je le fasse, qu'on voit mon nom en mode tête d'affiche, etc. Donc voilà, j'étais un peu sous Mais les donc radars. comment tu fais du coup à ce moment-là, donc Donc, depuis le départ pour créer la société? voilà, donc là, comment je fais? Bah, je rencontre à un mariage d'une cousine à moi qui se marie à côté de Rome. Lors de ce mariage, je rencontre un gars, pareil, un gars exceptionnel. Guillaume, il s'appelle. C'est le fils d'une personne qui a un très haut poste en France, je peux pas le dire, mais qui a un très haut poste en France, dans une très grande multinationale. Et ce mec-là m'écoute pendant le mariage, m'écoute parler de mon projet. Parce que moi, j'avais toujours envie de donner du crédit à mon projet en parlant. Je me disais, tu sais, souvent, il y en a qui disent, ouais, j'ai une idée, j'en parle pas, je la cache et tout. Tu sais, bon, voilà, la mentalité où t'as l'impression que quand t'as l'idée, t'as un business. Mais quand t'as une idée, il s'est rien passé, mon pote. Et 50 connards ont eu l'idée de Uber, 50 connards ont eu l'idée de Uber Eats, et au bout du compte, qui c'est qui l'a fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on s'en fout des idées. Et il me dit, ouais, il faudrait qu'on se revoie à Paris. Et on se revoit à Paris, je lui parle encore du projet, et il me dit, écoute, moi, si ton projet aboutit avec toutes les personnes dont tu me parles, parce que bien évidemment, moi, je disais, bah, j'ai l'entrée dans l'équipe de France de ça, l'entrée dans l'équipe de France de ça, j'ai ça, etc. Et il me dit, bah, moi, je suis prêt à mettre beaucoup d'argent, enfin, beaucoup d'argent. Pour moi, c'était énorme, mais c'est énorme, vous allez entendre, hein. Il dit, je peux te mettre entre 80 et 120 000 euros dans ta boîte. Donc, en clair, c'est une sorte de business angel, Ouais. enfin, de l'espace, quoi. Enfin, tu sais, c'est pas un business angel qui est juste là pour faire son entrée-sortie. C'est un mec qui croit au projet, qui kiffe le projet et qui me dit, vas-y, go. En fait, là, à ce moment-là, t'étais à la téloge dans Qui veut être mon associé, il était dans le canapé Exactement. et Sauf t'étais en que train de c'était pas présenter. Bourdon, c'était Guillaume en face de moi. Et ça l'a fait. Et le Est-ce que t'as gars, fait un peu de shadow pour te vendre? ouais, en fait, je me suis mis en position, voilà, menthe religieuse, et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut Avec, toujours faire du shadow quand tu veux vendre quelque chose qui est bah, attendez, les en gars, rapport avec la c'est la bagarre. base. Bah, après, c'est quand j'ai enchaîné la Macarena, il m'a dit, écoute, détends-toi, Ramirou, Pas du tout. tu reprends tes clics, tes claques, tu rentres à Brest, tu vois. Et donc, bon, bah voilà, ça commence comme ça, je me dis, ok, bon, là, il y a un apport, je peux retourner en banque avec un apport. Parce que la banque, j'allais voir des banques et ils me disaient tous, écoutez, votre projet, on n'y connaît rien. On n'a pas de retour, on n'a pas de recul économique sur vos activités, on n'a pas de recul économique, vous n'avez aucune antériorité de chef d'entreprise, excepté bah, un site internet qui s'est pété la gueule. Bon, vous êtes jeune, dynamique, c'est cool. Vous avez un revenu qui est faiblard. Tu vois, à l'époque, je gagnais 1000, peut-être 1007. Vous avez un revenu qui est quand même faiblard, mais voilà, si vous mettez un bel apport, on peut l'envisager. Donc voilà, il faut que vous nous donniez une enveloppe pour votre entreprise. Et là, bah, moi, j'ai pas de notion d'enveloppe parce que j'ai pas encore le local. Donc je cherche partout, je continue, etc. Et finalement, y a pas de locaux. Personne t'aide, tout le monde s'en bat les reins, tout le monde te dit ouais super, très bonne idée, etc. Mais finalement, on en a rien à foutre. Donc, bah, je me balade autour de chez moi. J'habitais dans le 12e rue de Picpus. Et je me balade et j'arrive sur les Maréchaux, boulevard Poniatowski. Et je vois un local. Et il est au pied de chez moi finalement. Il est à 50 mètres. Et je vois un local qui est tenu en fait en mode une sorte d'épicerie chinoise énorme, voilà, en mode comme une sorte de petit hall des commerces chinois. Et je sais plus comment j'entends parler, mais j'entends qu'ils vont partir. En tout cas, qu'ils sont en cours d'expulsion du local. Et le local, il a un look, bah, de toute façon, vous le voyez, c'est le local de MMA Factory à Paris. Il a un look un peu grunge, des grosses portes de garage, ça fait un look vraiment garage. Et c'est ce que je voulais. Moi, je voulais un look comme ça, un peu grunge, un peu underground, quoi. Je sais que finalement, c'est une agence qui gère ça dans la boulevard Doménil. Je vais taper à l'agence et je dis voilà, j'ai entendu parler que le local était de se libérer, je suis intéressé. Ok, pas de souci, il se libère dans un mois, on peut le visiter, donc je vais le visiter, c'est un massacre. Un massacre. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont 20 Chinois à vivre à l'étage. Donc, si un jour vous regardez le MMA Factory, comment il est organisé, à l'étage, tu as une partie de MMA. C'était à la base notre premier plateau, le plateau de MMA, et en dessous, c'était le plateau CrossFit. Finalement, maintenant, c'est devenu MMA, full MMA. Je vous dirai pourquoi, mais dans l'esprit, voilà. Et c'est 100 mètres carrés de MMA à l'étage. C'était un appartement pour 20 Chinois. Hyper dangereux, risque d'incendie de l'espace, rien n'était aux normes, etc. Et donc, bah voilà, ça commence. Je me dis, bah vas-y, je le prends. C'est ce local. Je veux ce local, il est génial, je le prends. J'ai aucune notion des travaux pareils. Donc, il y avait 20 000 balles, je crois, à sortir tout de suite. Si je me souviens bien, les cautions, deux premiers loyers, il y avait un truc comme ça donnait à 20 000, plus une caution bancaire de 50 000. C'est un truc Ce qui comme est ça. pas Et en- démesuré, pour le coup, ça va, c'est. Tu t'en sors pas trop Ouais, trop mal pour le l'instant. local fait 320 mètres carrés, t'as un immeuble complet sur les Maréchaux, au Bah, pied Paris, d'une station de ouais. métro.
En Et vrai, au c'est pas pire, très cher. vraiment, Fab, bon, on en parlera après, mais tu connais. Tu connais Fabien parce que t'as fait du MMA, Fabien Pour avoir fait mes armes, on y reviendra un peu Oh plus là, c'est pas tard. vrai. Voilà. Le Oui. bar. Bah, Aïe, écoute, aïe, Il avait aïe. son écoute. côté mauvais garçon. On s'est Ça va. entraîné dans la cage du haut, si tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui s'en Ça a rappellent encore. distribué quelques phalanges. Oh Et donc, oui. ouais, donc voilà. Et donc, le local, il faut faire les travaux. Et moi, le local, je le prends en avril. Quelle année? Donc là, on est en avril-mai 2012. Et donc, je me dis, bah voilà, cet été, je fais les travaux, j'ouvre en septembre. Ça, c'est l'intuition d'un gamin de 5 ans. Ça, sur Et le quand- papier. Ça, je me dis, non. Et tu dis, mais finalement, mec, t'as 320 mètres carrés à refaire entièrement, ok? L'été, mon pote, mais reprends-toi, il n'y a aucun artisan à Paris. Ils sont tous en vacances, mon pote. Donc, je fais passer les artisans. Les mecs, ils me disent tous, donc c'est pour quand? Janvier? Je dis quoi? Mais non, c'est pour septembre. Il dit, il est marrant, lui. Cet été, il n'y aura rien, mon pote, il n'y a personne en septembre. Il y a rien qui ouvre en Personne septembre. va venir pour septembre. Je dis, si, moi j'ouvre en septembre, je vais pas rater la rentrée. Si je rate la rentrée, je rate tout. Il dit, bah non, moi c'est mort, je peux pas être là pour te faire cet été, c'est impossible. Je peux commencer 2-3 trucs et je reprends en septembre. Je dis, bah non, c'est pas possible ça. J'ai un autre mec qui vient. Là, j'avais rencontré moi un pote à l'époque, pareil, dans la police, enfin un contact via la police, tout ça. Le gars, il vient, un mec hyper sympa, il vient, il me dit, écoute Vincent, là ton chantier, c'est un chantier de l'espace, c'est impossible. Personne va te prendre ton chantier. Il est beaucoup trop gros et il y a 320 mètres carrés. On n'aura jamais le temps de le faire. C'est impossible. Et je me dis, bah, il n'y a pas de solution. Il y a 36 000 solutions. Guillaume, mon associé, il me dit, bah, écoute, Vincent, on va faire les travaux nous-mêmes. Je dis, what? Et il me dit, mon pote, on n'a pas le choix. On fait les travaux nous-mêmes. Tant pis, let's go. On va faire les travaux nous-mêmes. Et là, c'est parti. On a lancé les travaux. Le gars me dit, t'inquiète pas, je pense que je peux à peu près maîtriser tout. Je vais acheter 2-3 bouquins en élec, 2-3 bouquins en plomberie et tout machin. Le mec fait vraiment ça. Il apprend tout. Et le gars me dit, c'est parti, je pense que je maîtrise, on peut y aller. Mec, il a fait 3 CP en une semaine. Ah, mais t'imagines le délire, le mec. Et en fait, ces gars-là, c'est des gars qui te motivent, en fait. Et Fernand Lopez aussi. Je me souviens encore, je suis dans l'échafaudage, en train de peindre, parce qu'on avait loin l'échafaudage, parce qu'on a 6 mètres de hauteur sous plafond sur le rez-de-chaussée. Et je suis en train de peindre, il arrive et tout, ça va mon frérot et tout. Et je dis, ouais, ça va Lopez. Alors moi, à l'époque, je l'appelais Lopette. Ah, faut pas le dire ça, mais moi, je l'appelais Lopette. Et je dis, ouais, ça va, moi, Lopette et Pourquoi tout. tu le dis alors? Tu nous mets dans des galères là. Qu'est-ce qu'on S'en fait? fout, franchement, tu sais quoi, s'il voit ça, ça va le faire marrer. Donc il y a 6 mètres de haut, il y a 6 mètres de haut au-dessus de nous. Moi je suis dans l'échafaudage en train de peindre comme un connard et tout, les murs. Et il y a Lopez qui arrive en bas. Il me dit, ah ça va, frérot et tout, ça se passe bien et tout. Je dis, tu peux pas nous aider toi en élec, tu peux pas. Il m'a dit, frérot, j'ai le diplôme, mais compte pas sur moi, franchement, j'ai pas le temps. Je dis, mais brother, il faut qu'on ouvre en septembre. Là, c'est demain de septembre en fait. Ouais. Bah tant pis, hein, si on n'a pas la rentrée, on n'a pas la rentrée. Je dis, bah, c'est pas possible, putain. Donc Et il bon a le courage. diplôme d'électricien. Diplôme Mais il a- d'électricien, il nous a jamais aidé en élec. Le seul truc qu'il a fait un jour, c'est qu'il a ouvert le truc, il a vu le truc, il a fait, wow, c'est chaud, frère. Wow, comme ça. Il a fait un AVC devant le tableau électrique, c'est tout ce qu'il a fait. Et nous, bah, on a bossé, on a trimé. Le 7 septembre, c'est mon anniversaire. Je me dis, vas-y, il faut que ça ouvre pour mon birthday, quoi. Il faut savoir qu'on reçoit les soldes de CrossFit. Donc la salle fait 200 mètres carrés en bas. On reçoit la veille de l'ouverture de la salle. Donc, on pose les sols. On reçoit genre à 8 heures. Le camion, il débarque. Il nous débarque les rouleaux, mais à un poids de mort. Ceux qui font du CrossFit, ils savent. On les reçoit le matin et on les a posés jusqu'à 7 heures du matin le lendemain, sans dormir. Pour qu'à 9 heures, on soit ouvert pour les journaleux, etc. Parce que pour le coup, comme Lopez, il avait son réseau, etc., on a eu tout de suite des journaleux, des sportifs de haut niveau, etc., qui sont venus. On a plein de monde qui débarque à 9 heures, en fait, qui sont en attente. Et moi, je me souviens encore mettre le dernier coup de cutter avant que les gens arrivent, quoi. Pour gérer ton métier de policier et ça, et l'ouverture, ton nouveau Eh ben, business. c'est ce qu'on appelle l'esclavage. C'est-à-dire que là, tu passes en mode 7-7, du lundi au dimanche, tu bosses. C'est-à-dire que moi, je bossais police. À l'époque, je faisais 4 jours, 2 jours de repos. Les 2 jours de repos, j'étais à la salle. Les 4 jours, j'étais soit de matin, soit de soirée. Quand j'étais de matin, je bossais toute la soirée. Quand j'étais de soirée, je bossais tout le matin. Et je faisais, je sais pas. Là, tu dormais pas là. Ouais, je dormais pas. En vrai, je dormais pas. Je dormais pas, je faisais que travailler. À l'époque, j'ai perdu ma nana de l'époque, voilà, qui s'est tapé son patron. Allez, on passe le big up. Spécial dédicace. Spécial dédicace. On sent un petit point d'amertume quelques années plus tard. D'accord. Allez, salut toi. Allez, hashtag cocu.
Et voilà, donc tu perds tout parce qu'en fait, t'es tellement dans ton truc. Qu'en fait, voilà, et quand elle m'a dit, quand je lui ai dit, ouais, tu me trompes et tout machin, elle m'a dit, bah ouais, je dis, ouais, ok, y a pas de problème, allez, j'ai pas le temps, je retourne bosser. Je suis parti tout de suite. Il y a même pas eu d'esclande machin et tout. J'étais dans la chambre, je suis reparti travailler, j'ai pas le temps en fait. Je faisais que ça. Et j'étais en mode, de toute façon, ce projet, là, j'ai tout mis. Ah oui, parce que ça, je l'ai pas dit. Mais pour monter le projet, il a fallu que moi je mette de l'argent aussi, bien sûr. Comment trouver de l'argent quand on n'a pas? Eh ben, tu peux faire ce que j'ai fait. Mais je le conseille pas quand même. Mais j'ai fait 5 crédits conso en même temps. En même temps, j'ai fait plein de crédits conso. Quand t'es fonctionnaire, bah t'es suivi. J'ai pris, je sais pas, peut-être 40 000 balles ou 50 000 balles, je me souviens plus, et j'ai tout mis dans le projet. Ok, donc là, faut y croire effectivement à 100%, sinon... Bah, t'y crois à 100%, parce que t'y vas, c'est all-in encore une fois. Comment vous vous organisez? C'est intéressant quand même quand vous ouvrez une affaire. Au niveau administratif, c'est Guillaume qui gère. Le mec, c'est un monstre administratif, il est extrêmement intelligent, donc les chiffres, machin et tout, c'est une machine, c'est lui qui gère ça. Moi, je suis sur la partie opérationnelle, gestion, communication, photo. Donc c'est là où je me forme en photo à fond. Communication, réseaux sociaux, aller faire des démarches auprès des journaux, etc., etc. L'accueil client, gestion de la clientèle, gestion des demandes, rendez-vous, inscription, l'aspect administratif, etc., etc., des inscriptions. Voilà, ça c'était ma partie. Et Lopez, c'est uniquement l'aspect sportif. Lopez, lui, s'est pas trop pris la tête. C'est vrai que tout le monde se dit, ah, Lopez, c'est lui qui a créé ça. Non, Lopez, il a pas créé ça. Lopez, il a mis en place tout l'aspect sportif. C'est le directeur sportif du CrossFight MMA Factory. C'est un boulot monstre, ce qu'il a accompli. Parce que lui, il est arrivé en disant, ok, moi les gars, j'ai le réseau pour vous avoir Tap Out en partenaire officiel. Tap Out, à l'époque, c'est le sponsor de l'UFC. C'est la marque de l'UFC. T'assois tout de suite une autorité en disant, voilà, on est suivi par la plus grande marque internationale. On est les seuls référents de cette marque en France. On a eu plein de restas, il y avait plein de gens, il y avait on a eu des basketteurs professionnels de la NBA, on a eu des gars qui venaient de la NFL, on a eu un jour un mail en anglais. Et je vois, voilà, on vient sur Paris, est-ce que on est de passage sur Paris quelques jours? Je dis, ok, et vous faites quoi? On va faire un concert donc là, c'est plusieurs mails, quoi. On va faire un concert à Paris et tout. Je dis, ah, ok, trop bien, mais vous êtes qui? Le mec qui dit, bah, je sais pas si tu nous connais, on est les Cranberries. Mais, Moi, je suis en mode, what? Je sais pas si tu nous Je dis, connais. mec, quoi, je te connais pas? Tu te fous de ma gueule zombie dans tous les sens, mon pote. Donc là, je suis ok. Là, je m'arrête. Et là, je dis à tout le monde, les gars, c'était le dernier wood de la soirée. Les gars, il y a les Cranberries, ils viennent de nous écrire, bordel de merde. Là, ils vont débarquer dans notre salle. Et effectivement, un mois après, les Cranberries sont en concert. Noël Hogan et son frère, les deux frères Hogan qui sont les fondateurs, avec du coup la chanteuse là, paix à son âme, qui débarquent, voilà, et les deux frères s'entraînent, elle non, et les gars adorables à crever tellement ils sont gentils. Voilà, une super rencontre. Mais des rencontres ensemble, on en a eu plein. Même si on pourrait croire que c'est un sport de bonhomme, bagarreur, tout ce qu'on veut, finalement pas du tout. Ça touche tous les corps de métier, toutes les professions, tous les âges, tous les milieux. Exactement. Dès que t'es un peu intrigué, que tu connais un peu le milieu des sports comme ça, bah les gens ça les titillait, ils avaient envie quoi. Et ça a vraiment très 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 bien fonctionné. C'était puis vraiment derrière, vous faites rentrer des grosses têtes aussi du sport. voilà. Et ça c'est l'aspect de Lopez que en fait ce gars-là, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. C'est toujours pareil quand t'es un peu en lumière, on te critique très facilement. C'est comme ça. Mais ce gars-là, il a une capacité à pouvoir fédérer autour de lui les personnes qui sont compétentes, à déceler le niveau chez les gens pour voir où est-ce qu'il peut les amener, à entraîner les gens avec voilà ses qualités d'entraîneur indéniables. Je pense que c'est l'un des communicants les plus dingues que j'ai rencontrés. Il est vraiment hors pair en la matière, très 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 fort. Et du coup, il nous a ramené des noms de l'espace. Il nous a ramené, vous ça vous dira rien, mais Christian Mpumbu, c'est, tu l'as peut-être eu en coach ta femme, du coup, sur Ah, je te cache pas que j'ai plus. Tu l'as coaché, je crois, toi. Ah, Fabien l'a non, coaché, je crois. je crois que je l'ai coaché. C'est à lui que et le mec qui a comme ça. Ouais, il me semble que c'est là que j'ai tenté la première retournée acrobatique pleine poire. C'est sûr, Ah. c'est parti. C'est plein fer. Malheureusement, je me suis fait les croiser en sautant, je suis tombé. Non, pour l'anecdote, parce que du coup, bon, allez, on arrête pas de me paraître ça pour l'anecdote. Et pour confirmer les dires de Vincent. Moi, quand j'étais à Paris, donc en 2017-2018, je débarque à Paris aussi pour le travail. Donc, je connais Vincent à ce moment-là. Je sais qu'il a ouvert la salle de MMA, la MMA Factory, qui à l'époque, en 2018, franchement, très peu connu. Mais il m'explique en 2-3 lignes ce que c'est. Moi,
bon, j'ai arrêté ma carrière de footballeur parce qu'à un moment donné, bon, elle a duré bien trop longtemps cette carrière, hein, c'était catastrophique. Je me suis dit ça pourra pas être pire dans un autre sport, et donc il m'envoie à la salle de la MMA Factory, et c'est effectivement Fernand Lopez qui m'accueille, et donc je lui dis bah écoute, moi je m'appelle Fabien, c'est toi Fernand? Il me dit oui, parce qu'à l'époque il est pas du tout médiatisé, ou très peu, en tout cas moi je l'avais jamais vu, et je lui dis bah je viens de la part de Vincent, et il m'a dit direct, il dit ah tu viens de la part du boss, donc je me suis dit ok, et il m'avait fait un tarot en plus, parce que c'est vrai que bah effectivement c'est pas donné, en même temps c'est le prix que ça coûte, hein. Ouais, Mais bien sûr. il m'avait fait un bon tarot là-dessus, donc j'avais fait un peu de MMA. J'en ai pas fait très longtemps parce que j'ai changé de travail en plus à ce moment-là, donc je quittais Paris. Donc j'en ai fait quelques mois, le temps de mettre 4-5 KO ou d'en prendre. Moi, j'ai eu beaucoup de retours sur toi. Lopez m'a demandé si on pouvait pas faire une carrière. Bon, Je t'as sais. voulu arrêter. Écoute, Mais je t'as crois que pris Fabien des a voulu arrêter décisions juste parce qu'il avait peur d'être trop médiatisé, Fabien, c'était ça, non? Pour l'anecdote, je travaillais et je travaille toujours pour une entreprise de Hamburger, et ayant fait le lien, et c'est vrai en plus, il y a le mot Fernand dans cette chaîne, et vu que lui s'appelle Fernand, je lui ai demandé est-ce que tu penses qu'on peut se faire une collab, et il avait dit oui d'ailleurs. Malheureusement j'avais pas eu le temps d'en faire parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas resté assez longtemps, mais il avait été trop sympa, il m'a dit y a pas de problème, tu me dis ce que tu veux et on le fait, y a pas de problème. Donc le mec était vraiment trop sympa, tout ça pour dire que j'y ai été, je l'ai vu, et très sympa ce Fernand. Tout à fait, ouais, t'as été bien accueilli. Exactement. Voilà, donc ouais, la salle prend de sa superbe au fur et à mesure. On rentre des gros noms, et dedans, on va rentrer le nom. Exactement, on allait venir, et donc là, en fait, il se passe un petit événement, un petit cataclysme, tu rencontres quelqu'un de pas humain. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est à côté de la Shorba pour tous. Et si tu veux, la Shorba, elle distribue des repas aux sans-abri, aux plus démunis, etc. Et nous, on fait souvent avec la salle des événements pour collecter des fonds pour la Shorba, etc. Et c'était des gens, mais cœur sur la main, bien évidemment, adorables de dingue. Et donc nous, on faisait le max pour les aider. Et du coup, moi, très régulièrement, je voyais une sorte de, comment dire, une sorte de dos argenté qui passait. Un mâle devant la dominant. salle. Voilà, une sorte de mâle alpha dos argenté de 2 mètres qui passait comme ça devant la salle. Le directeur de la Shorba me dit ouais, j'ai un gars là qui fait du sport, il a il a l'air d'être assez sportif et tout. Et je dis mais c'est pas le gars là monstrueux, mais bon, j'emploie pas ce mot-là, tu vois, mais et il me dit ah si, il s'appelle Francis. Je dis ok, ça marche. Et une autre fois Francis il repasse. Et là je m'arrête. Je dis ouais, excuse-moi Francis. Et il se retourne et il dit ouais bonjour. Tu sais, il parle tout calme comme ça. Tu sais, il a une toute petite voix de nounours limite. Et je lui dis mec écoute, franchement, enfin voilà ce que tu fais à la Shorba et tout, je suis au courant, c'est génial mec. Mais moi j'aimerais t'aider à ma manière aussi. Voilà, est-ce que tu aimerais faire du sport dans la salle? Je t'ouvre les portes gratuitement. Si ça peut t'aider, si tu peux kiffer et tout, franchement, t'as un physique hors norme. Si tu veux faire du crossfit ou du MMA, de la boxe, Tuer des gens dans la salle. ou voilà, si tu veux tout Accidentellement. simplement frapper des gens pour vivre. Et il me dit, bah ouais, ok, pas de problème, moi je vais faire de la boxe anglaise. On va quand même dire son blaze, parce qu'on a dit Francis, mais les gens C'est se vrai. sont peut-être... Ouais, T'as découvert un certain Francis Ngannou. Ngannou, qui est L'homme le plus dangereux sur Terre. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'à un moment c'était référencé comme étant la frappe la plus forte qui existe. Donc tu présentes Francis Ngannou à Fernand Lopez, qui ne le connaît ni Nef ni d'Adam, mais qui doit bien se douter qu'en bagarre, ça va pas être le plus mauvais. Voilà, et en fait, il lui fait essayer un petit peu. Moi, je me souviens, je remonte, j'entends que ça tape au pathos, mais j'entends que ça tape fort. Ça résonnait, tu connais la salle, donc elle est en 2 étages. Ça résonnait dans le couloir. Moi, j'ai mon bureau, il était vraiment juste au pied du couloir. Ça résonnait, ça tapait et tout. Et du coup, après, moi, je vais voir Lopez et tout, et je dis alors, il me dit Vincent, c'est un monstre. Je dis ah ouais. Et il me dit mais j'ai jamais vu un mec taper aussi fort. C'était tellement aberrant la musculature de ce mec-là. Et c'était pas de la gonflette. C'était vraiment du muscle du mec. Tu sens qu'il a trimé des années à faire des choses que personne, on souhaite à personne, ni à son pire ennemi, quoi. Et Lopez, il me dit, je pense que dans moins de 3 ans, et ça c'est dingue, et ça paraît fou, on a l'impression que je raconte un film, mais c'est faux. Le mec me dit, Vincent, je pense que dans moins de 3 ans, j'en fais un champion du monde. C'est un truc de malade. Mais il le sait pas, le mec. Mais moi, je le sais. Et c'est là que ça commence, l'aventure Ngannou. Donc moi, je passe en mode pilote automatique, je dis, ok, Ngannou, là, les fringues, les sacs, tu veux dormir en bas, j'ai un petit appart, tu peux dormir en bas si tu as envie. T'as tout, on lui avait fait un sac de fringues, parce qu'on était sponsor par Tapout, on lui avait tout filé, tous les fringues qu'il voulait, on lui avait tout donné, on lui avait même acheté un kit avec brosse à dents. Je me souviens, on avait tout pris, on lui avait dit, mec,
Ici, tu es chez toi, tu t'entraînes en crossfit, en MMA, en jiu-jitsu, en boxe, tu fais tout ce que tu veux, tout est gratuit, tu fais tout ce que tu as envie. La salle, elle est à toi. Moi, en parallèle, je vais t'aider à avoir des papiers. Donc moi, pareil, je fais jouer mon réseau, etc. Pour essayer d'avoir des papiers, je le domicilie chez moi, rue de Picpus, etc. pour essayer de l'aider. Voilà, on fait un maximum de choses. Et vient le premier combat. Et il fait son premier combat à l'époque, du coup, en pancrace. T'avais pas le droit de faire du MMA, donc c'était du pancrace. Et donc là, on se rend compte que c'est un animal. Et il avait des tresses comme ça. Personne ne le connaît et tout le monde se dit ok c'est quoi ce mutant. Je me souviens encore des premiers échanges d'Ngannou, c'était des parpaings dans la gueule, sans technique. C'était parce que quand tu combats, tu t'entraînes, on t'apprend la technique, mais quand tu arrives dans une cage, que tu commences dans ce sport, en réalité tu perds 70% de ce que tu as appris. Donc tu reviens sur des trucs un peu fada où tu passes en bagarre. Donc en bagarre c'était des patates comme ça, de pattes d'ours quoi, de l'espace. Et donc en fait le gars il essaye de le toucher, mais l'autre en face il était plus technique, plus petit, etc. Il s'est pas touché. Mais des fois il prend des parpaings et tu sens que ça fait caisse de résonance dans toute la salle. Tout le monde est en mode wow. Et finalement il perd à la décision Ngannou. Mais par contre, moi, ça m'a permis après d'aller chercher les sponsors, parce que c'était mon rôle aussi d'aller chercher les sponsors. J'avais aussi créé les contrats en anglais pour les gars qui combattent à l'étranger. On avait essayé de tout structurer, rendre les choses beaucoup plus juridiques, essayer de s'inspirer de ce qui se faisait dans un sport que je ne maîtrise pas, mais que je comprends, ce qui est le football. Dans l'esprit, ouais, essayer de dire, voilà, tu fais des contrats avec tes gars, tu fais des contrats avec les organisations, etc. Tu vois. Et là, on essaye de développer Francis pour exploiter au maximum son potentiel et en faire une machine. De guerre. Lopez, du coup, le prend vraiment sous son aile. Et donc voilà. Et donc Mpumbu, c'était le sparring partner de Ngannou. Et je me souviens encore qu'il me disait, il frappe fort. J'ai mal. Même des fois, je lui faisais faire des compétitions de CrossFit. Un jour, il a fait une compétition de rameur en CrossFit. Il a éclaté les scores. Le mec, il a déplacé le rameur dans la salle. C'était des concepts 2. T'es comme ça, t'es comme un connard, en mode tac tac. Donc tous les mecs, ils ont des techniques de ouf. Lui, il a zéro technique. Il a commencé à prendre le truc. C'était la première fois qu'il en faisait. Il tirait tellement fort. Il a une telle envergure de bras. Il tirait tellement fort que le concept 2 se déplaçait sur les tapis en gomme qui retiennent les mouvements, tu vois. Lui, ça l'avait déplacé. Un score que le plus gros crossfitter ne pouvait pas faire. Tellement c'était une puissance, mais extrême. Et le mec ne se rend pas vraiment compte à quel point, parce qu'il a une certaine humilité là-dessus. Mais moi, si tu veux, je l'aide à fond, tu vois. Donc là, du coup, je crée sa page fan Facebook. Je commence à essayer de créer une image autour de lui. Du coup, l'image après, ça a été Predator, son surnom. Ouais, parce que tu passes vite, mais t'es quand même l'auteur de son surnom. Bah bien sûr. Parce que c'est ce qui se fait beaucoup. C'est toujours trouver un blaze, un petit surnom. Tout le monde en a un. Et donc du coup, t'es l'auteur officiel du blaze qui est Predator. Predator, bah, bien sûr. J'assure. T'as pas mis trop de temps à le trouver celui-là. Frérot, tu vois ses photos avec ses tresses. Je me souviens, je faisais ses photos et tu vois avec ses tresses, la tête qu'il avait, la violence du. C'est vrai. Voilà, c'est vrai que quand tu vois les vidéos de Francis Ngannou avec des tresses, c'est le départ. Là où tout commence. Il fait un combat en Suisse, je me souviens, donc bien, moi je suis sur tous les événements, c'est évident. Il fait un combat en Suisse et il éclate le mec. Il a pas encore beaucoup de technique, mais il défonce le mec. Le mec demande une revanche, mais même en aparté, je crois que l'arbitre lui dit, mec, laisse tomber en fait. En fait, il lui fait une clé, je crois que c'était ça, il lui avait fait une guillotine, mais il savait pas vraiment faire des guillotines, Ngannou. Mais le problème, c'est que le mec est tellement puissant que, en fait, une fois qu'il y a ton cou qui est là, mais lui, il serre. Mais en fait, ton cou se désolidarise de ton corps. Enfin, si tu veux, le mec, peu importe ce qu'il faisait, il pouvait prendre ton bras et faire, je le mets par là, toi t'étais comme ça, tu disais bonjour, passe un bon week-end et c'était terminé. Le mec, il faisait de toi, t'étais ton chiffon, quoi. Tu vois, c'est un délire. En termes de puissance et tout, c'est dingue. Et donc là, j'arrive à lui avoir un contrat de sponsoring avec Wicked One à l'époque. On arrive à gérer pour ses papiers, tout ça, et puis finalement, on arrive à signer l'UFC. On envoie les vidéos de ses combats, et Lopez arrive à signer à l'UFC. Lui, je crois que c'est en 2 ans qu'il rentre à l'UFC, et qu'il fait son premier combat contre Luis Enrique, je crois. Il le violente avec un uppercut pleine gueule, et il finit en mode grand and pound en tombant sur lui en coup de poing marteau. Et ça fait du bruit au niveau mondial parce qu'en fait, il anéantit le mec et tout le monde pense que le mec est décédé littéralement. Si tu regardes le combat et que tu vois cette uppercut passer, la tête du mec qui dit bonjour à Thomas Pesquet là-haut, que quand il tombe, lui il retombe, il lui faut un marteau dans la gueule, l'autre tu sens qu'il touche plus le sol, qu'il est en AVC complet sur la cage, et tu te dis mais là il le tabasse mais il est déjà mort.
le mec était déjà mort. Et il continue de le tabasser. L'arbitre, il arrive. L'arbitre, bah, c'est un point mouche. Ngannou, il fait comme ça. L'autre, il retourne à l'autre côté de la cage, tu vois. Donc, en fait, le gars, il arrive dans l'UFC d'une manière, mais atomique. J'allais Et te ça demander commence. le stress à ce moment-là pour l'équipe, c'est-à-dire toi, Fernand et Bah, Francis, on est en comment? fait, Parce que c'est une grosse organisation quand même. en réalité, là, quand il y a l'UFC, il y a tout le monde est dans l'état d'esprit de se dire, bon, ok, en réalité, ça va être une formalité. Il va le défoncer, c'est sûr. Lopez, il en est certain à 2000% parce que Lopez, il se dit, il va être champion du monde. Donc, c'est pas là qu'il va s'arrêter, c'est pas au premier combat que ça va s'arrêter. Le mec en face est dans la merde. Voilà, c'est lui, c'est ce qu'il se disait, quoi. C'était un sacré chef d'orchestre, Lopez. Et il avait ce côté-là où, ouais, les combattants qui se laissaient. Après, c'était toujours pareil, ça créait un peu des jalousies parce qu'il y avait des combattants qui ils désiraient de l'attention de Lopez pour qu'il les prépare pour des combats. Du coup, il y avait des jalousies. Ouais, tu prépares plus lui que moi, nanana. Des fois, il y avait des trucs un peu de pétasse, quoi. Ça prenait la Ah, il y tête pour rien. avait... D'accord, ça a créé des premières tensions au sein Ça de crée des tensions. la MMA Et c'est pour Factory. ça qu'après, il y a eu des envolées de moineaux de combattants qui sont partis de clubs parce que, bah voilà, des trucs que je peux pas raconter ici, mais dans l'esprit, voilà, qu'on posait des problèmes et que ça a fini avec des combattants hors pair, des gars exceptionnels. Hein. T'avais des Taylor Lapillus Ouais, qui bien est sûr. à l'UFC, voilà. Il vient de sortir de l'UFC, il me semble. Ouais, Il y a exactement, en plus. fin de contrat, Lapillus, ouais, tout à fait, ouais, un peu C'était très dommage, parce qu'en costaud, hein. plus, quatre combats, je crois qu'il avait trois combats, une défaite. Enfin, Et vous, ça se passe comment du coup la progression? C'est quoi la suite pour vous? Ngannou, là, il commence à avoir 200 messages privés sur son Facebook pour des demandes de mariage. Donc, c'est moi qui suis le community manager de ce truc-là. Bah, tu tapes des barres. Après chaque combat, j'avais 200 messages de Nana qui disaient, voilà, veux-tu m'épouser? En Afrique, quoi. T'as dit Wow. oui à tout le monde, j'espère. Moi, j'ai répondu oui à tout le monde. C'était assez marrant, ça. Parce que les premiers combats, t'avais 50 demandes. Et puis, à chaque combat, ça a passé à 200, 500. Et puis après, t'avais des notifications non-stop. Et moi, j'étais obligé de couper les notifs. J'en pouvais plus d'avoir les notifications de la page fan. Cette association, en tout cas, toi, tu vas la vivre Bah, en jusqu'à tout quand? cas, moi je la vis jusqu'en 2015. Ascension fulgurante du MMA, de la salle, de CrossFit. Je vis ma best life. J'ai une très belle carrière dans la police. J'ai une salle qui est en train d'exploser. Dans cette salle, on fait la préparation de tellement d'athlètes de haut niveau. On intègre des services spécialisés de l'armée, des services spécialisés de la police, des personnes de la BRI qui s'entraînent, des personnes du RAID, des personnes des forces spéciales, etc. Donc on entraîne plein de monde dans ce milieu-là, etc. Moi, le fait d'être flicard, bah voilà, bien sûr, ça m'apporte tout ce réseau-là parce que j'avais un très bon réseau dans la police par rapport dans les services dans lesquels j'exerçais. Et puis, ben, un jour, voilà, je me retrouve dans une situation dramatique où je me fais interpeller. Moi, le flicard, à 6 heures du mat, avec des chiens à la porte, et je perds tout. À ce moment-là, je me retrouve menotté. 2015? Euh, ouais, 2015. Menotté et garde à vue. Garde à vue de 4 jours, donc garde à vue de terroriste. Hein. Garde à vue de 4 jours, donc c'est une des plus grosses affaires d'État que la police ait connue. Et toi, bah là, tu vois plus le jour. T'es en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre. Et puis moi, je connais l'administration, je sais comment ça se passe, donc je sais que c'est un rouleau compresseur, que toi, bah t'es perdu, tu peux rien y faire, c'est en train de se mettre en place, et que bah t'as plus qu'à observer, et puis après essayer de te défendre bec et ongle sur une situation que t'as pas fait, mais que malheureusement, bah c'est comme ça que ça se passe. Ça rentre là, et mon pote. Va falloir que tu prennes les rames parce que tu vas être dans la merde, quoi. Et bah, Ok. c'est ce qui s'est passé. Merde de ouf. Je me retrouve à me faire perquisitionner ma salle, donc les mains dans le dos devant mes clients, devant les adhérents, perquisition dans la salle, perquisition dans l'appart, perquisition parce que moi j'avais passé mon appartement à Lopez à l'époque, mon appartement à moi. Je l'avais passé à Lopez parce que lui il avait plus d'appart. Donc bah, lui perquisition, Lopez aussi. Donc il se fait perquisitionner pareil à 6 heures du mat, et enfin bref, un truc de ouf. Et bah là, tu perds tout. À la fin de la garde à vue, je finis avec vous avez 24 heures pour quitter Paris. Vous rentrez en contrôle judiciaire et maintenant, bon courage. Donc quand tu rentres en contrôle judiciaire, bah tu perds tout. T'as plus de salaire. Tu passes à 0 euros, mais toi, t'as toute ta vie. T'es encore en train de payer ton loyer à Paname, tous tes abonnements, tous tes machins, t'as ta vie en fait. Donc tu perds tout du jour au lendemain. Donc tu te retrouves à Brest, bah, chez ta mère, qui en soi, elle a pas prévu de loger un gosse qui était censé avoir une belle vie. Et puis ta salle qui explose à ce moment-là. Tu viens de signer avec Reebok, t'es comme un dingue. Enfin, tu vois, moi j'étais en train de me dire, bah voilà, je vais prendre une dispo, je vais arrêter la police. Enfin, tu vois, en attendant, parce que ça me prend trop de temps dans le travail et dans mon second travail, ça commence à être trop, et du coup, je vais pas réussir à jongler, voilà, entre tout ça. Et physiquement, je sentais que je commençais un peu à tirer, quoi. Ça commençait un peu à tirer. Et du coup, bah voilà, tu te retrouves en Bretagne, tu repars à zéro, t'as Du plus jour rien. au lendemain, tu Du te jour au lendemain. retrouves à Brest.
à Et Brest. tu repars à zéro, Plus que zéro, tu pars à moins. parce que t'as plus d'argent en plus et que T'as plus rien. tu vas en devoir, quoi. Plus rien, ouais. Il y en a qui peuvent voir le déclin arriver, mais là, toi, tu passes d'un pic de kiffance où tout déboîte à du Absolu. jour au lendemain, T'es montagne la russe, en fait. sombre merde. Bien sûr. Ah Et puis la du coup, vache. ça fait quand même un peu un bruit dans mon réseau amical, etc. Tu vois, les gens qui me connaissent de Brest, etc. Donc autant te dire que je passe en mode le paria, ouais, faut pas, enfin limite faut pas lui parler, tu vois, voilà. Et du coup, je croise des gens d'enfance et tout qui me regardent en mode, tu sais, je te vois pas, je sais pas que t'es là et tout. Enfin, c'est des délires comme ça, des trucs. Bon, bref, toi, je m'en fous maintenant. Mais au début, c'est très dur parce qu'en Et, fait, ok. Ta t'essaies relation avec d'avoir du Fernand soutien. Lopez, ça devient quoi du coup à ce moment-là? Tu Alors, gardes Fernand contact Lopez, bah évidemment. oui, on est au téléphone tout le temps ensemble. Voilà. Moi, j'ai plus le droit de prendre contact avec mes collègues de la police qui sont bah, du coup tes amis. C'est tes frères d'armes, donc c'est tes amis. Donc t'as plus de potes du jour au lendemain. Et bah, Lopez, voilà, on discutait. Il me dit bah écoute frérot, comment on fait en fait? C'est toi qui chapeaute la salle. Moi, je gère le sport. C'est déjà beaucoup de taf. Comment je vais gérer sans toi? Bah, je dis bah frérot, je sais pas en fait. Je sais pas comment faire. Et en plus, là, on était en train de se dire que bah, tu sais, on allait commencer à me rémunérer. Enfin, tu vois, c'était dans un délire. Enfin, tu sais, tu te dis, putain, c'est en train de passer dans un autre virage, quoi. Puis je te parle même pas, il y a d'autres projets à côté. Enfin, on était sollicité pour un réseau de franchise à ce moment-là. Enfin, c'était une folie. Même ça, tu peux pas continuer. On te l'interdit. Alors, non, on m'interdit pas, mais comment tu veux gérer ta salle en étant bloqué dans le Finistère? Moi, j'étais en contrôle judiciaire, interdit de sortir du Finistère. Donc, Ok. en fait, je suis bloqué à Brest, en réalité. Je ne peux plus revenir sur Paris, donc je ne peux rien faire. Donc moi, j'essayais au début à distance de continuer à faire ce que j'avais fait, continuer mon partenariat avec Reebok, mettre en place ce genre de choses, aider mes combattants, faire les sponsors des combattants. Enfin, tu vois, j'essayais de me former à fond en infographie, etc., pour essayer voilà, de continuer à faire ce que je faisais pour la salle et pour mes combattants, quoi, faire toutes les affiches. Je faisais toutes les affiches des combattants, tous les combattants, ils avaient des affiches derrière eux quand ils combattent. C'est Ouais. avant un combat, avant tu posais une bâche et t'avais la bâche avec les sponsors, le nom des mecs, voilà, etc. Donc c'est moi qui faisais tout ça. Et en fait, je me retrouve à être loin et puis dans un état dépressif niveau énorme. Si tu Là, veux, au bout d'un dans moment, la météo des émotions, t'es comment là? T'es orage là? là, t'es dans la météo de tu prends une douche, elle est chaude et quand elle se transforme en froid, tu le sais pas. Donc Ok. t'es comme ça. Et en fait, tu te dis, au bout d'un moment, c'est froid, tu sais plus, t'es mort en fait. T'es mort de l'intérieur, tu sais pas comment gérer ça. Tu dis que t'es en train d'infliger ça à ta famille qui comprend rien. Ta famille, en fait, elle vient te voir, elle dit, mais t'es coupable. Je dis, mais non. Et ils disent, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu dis, ouais, mais c'est comme ça en fait, tu peux rien y faire. Là, c'est en route, il y a une instruction, tu dois l'attendre maintenant, on doit attendre le coup près ou pas, quoi. Et en fait, là, t'es dans une situation qui est tellement désastreuse que tu dis, ok, c'est quoi? On saute par la fenêtre, on arrête tout, c'est réglé l'histoire. Ouais, terminé. T'y as Moi, ça, pensé? j'y ai... mais frérot, mais ça, j'y ai pensé, mais des dizaines de fois. Je me suis dit, ok, ça sert à rien de se prendre la tête. Mais comment je vais gérer ça? J'ai tout perdu. J'ai perdu mes potes, j'ai perdu mon taf où j'avais une carrière de l'espace, j'ai perdu ma salle qui est une folie, et moi maintenant je suis à Brest là que j'ai quitté, tu vois, et avec rien, et rien dans les mains. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi ce que je sais faire c'est être flic et gérer une salle de sport. Tu me vois postuler dans une salle de sport à Brest sans diplôme, avec un corps de mec qui bouffe des Big Mac tous les matins. Bah, tu te dis ouais, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Donc là, il y a deux solutions, soit se foutre en l'air, soit se relever. Bon, voilà. Exactement. Donc moi je passe en mode bon bah vas-y, en vrai, pour les gens qui t'entourent et les gens qui t'aiment, tu peux pas être une merde. Donc allez, go, on repart à autre chose. Donc là moi je signe contrôle judiciaire, je me souviens ça c'est marrant donc il faut le raconter quand même. Ok. Donc je signe contrôle judiciaire toutes les semaines C'est-à-dire que tu dois pointer au au commissariat commissariat de Brest de pour être Brest sûr que t'es là. Et c'est une fois par pour dire semaine. une fois par semaine. Donc ça veut dire que t'as quand même un peu le temps de faire de petits allers-retours, quoi. Non, même pas. Tu pourrais faire des Tu allers-retours, joues mais pas? en vrai, t'es géolocalisé, t'es sur écoute et tout machin. Enfin, c'est la plus grosse affaire d'État. Dis-toi qu'il y a aucun problème, ils savent où t'es à l'instant, tu vois. Parce que pour le commun des Tout- mortels comme nous, bah, je sais pas vraiment en quoi ça consiste du coup, tu Bien vois. C'est pour sûr. ça que En c'est vrai, il y a plein de intéressant. gens, ils respectent jamais leur CJ, tu vois. Mais moi, je le respecte pas. C'est directement bracelet, fleury, mes registres. Il n'y a pas de temps à perdre, tu vois. Ils se prennent pas la tête. Donc, moi, je respecte le truc à la lettre. Même un jour, je rate le contrôle judiciaire, je zappe. Imagine l'état dans lequel tu te mets. Je zappe le contrôle judiciaire, j'y vais que le lendemain matin. Je signe. Personne ne me dit rien. Je dis ok, ça passe. Et la semaine d'après, je reçois un courrier officiel avec en en-tête, je suis à la poste. Je m'en souviens toute ma vie. Je suis à la poste à Siam. Je vois une en-tête ministère de la Justice. Et là, je me dis part au placard. J'ai raté de 24 heures le contrôle judiciaire. Hop, terminé placard. Je me dis ça, tu vois. Je tombe sur la chaise de la poste. Je vais pas ouvrir le courrier. Hein. Je tombe sur la chaise blanc white. La conseillère de la poste, elle me regarde, elle dit monsieur, ça va et tout. Je dis ouais, ouais et tout. Dans ma tête, je me dis ça y est, je vais en prison là. Je fais c'est pas possible.
Donc pour te dire les faces. Bon, finalement, le courrier, c'était de la grosse merde en barre, mais bon. En fait, t'es tellement dans un état où tu te dis qu'à n'importe quel moment, ta vie, de toute façon, elle est foutue, donc ça va basculer dans l'horreur tout le temps, tu vois. Et t'es un peu, tu deviens un peu. Ce qui est très bizarre, c'est que ma personnalité passe en mode, je peux plus être dans un sentiment de rébellion, ce genre de choses, parce que même quand je vis des injustices en face de moi, même quand moi j'avais un tempérament, je me laisse pas vraiment faire sur des situations où je vois que les gens sont des enculés, par exemple, je vais avoir aucun problème à distribuer des phalanges. Ça me dérange pas du tout, parce que je l'ai tellement fait, tellement, pas dans l'esprit, c'est un bouffon, il tabasse tout. Non, c'est que des fois, t'as pas le choix, t'interpelles des mecs qui ont pas envie de se faire interpeller. C'est pas la kermesse, hein. T'arrives à 6 heures du match chez un mec qui est trafiquant de drogue, il va pas te dire bonjour, je t'attendais, hein. C'est, voilà. Tu sens un jugement de la part des homologues brestois dans la police? Ils sont au courant? Comment ça se Alors, passe? ouais, si, ouais, t'as quand même beaucoup de mecs qui me prenaient pour une sale race, quoi, si tu veux. Et il y en a, je pense, qui devaient se dire, le mec, il a la salaire chose qui vit, quoi, tu vois, parce que bah, c'est quand même rare. Moi, au début, ils avaient exigé que je signe avec le commissaire central de Brest, signé dans son bureau et tout. Donc, ouais, le mec, il avait des fois pas le time, donc il fallait que j'attende que le mec soit disposé à me recevoir, le mec me donnait des rendez-vous pour signer. Enfin, ce truc, t'es moins bien traité que le pire des pédophiles de France qui signe son CJ, il en a rien à foutre. Enfin, tu vois, on regarde même pas sa pièce d'identité. Moi, c'était un délire. Donc, du coup, ça t'amène des fois dans des situations un peu chiantes. Et donc, mon avocate, elle avait fait le travail pour que justement je puisse signer comme n'importe quel mec qui était en contrôle judiciaire, qu'on me fasse pas un traitement encore pire que voilà, t'étais déjà dans une situation de merde. Double À ce peine. moment-là. À ce moment-là, administrativement parlant, t'es encore sous contrat avec la police, donc tu n'as même pas le droit de travailler. Donc c'est l'avocate qui a dû essayer de dire un truc. T'as pas le droit aux aides, t'as pas le droit au RSA, t'as le droit à rien. Ah, Donc t'es donc à à ce moment-là, zéro. t'es à Brest, tu peux même pas pour l'instant À faire ce autre moment-là, je peux chose. rien faire. Tu Rien. peux Et rien faire. j'ai pas le droit de gagner d'argent. Donc en Donc fait, tu ne gagnes pas voilà. d'argent. T'as même pas Tu gagnes d'aide pas de d'argent. l'État, t'as rien. T'as pas le droit d'aide. T'as pas de RSA, t'as droit à rien. Mais Bon, un jour, j'ai été voir du coup une assistante sociale. Je me souviens, j'étais voir une assistante sociale. Je rencontre la personne et elle me dit, écoutez, votre situation est dramatique, c'est incroyable et tout, on va vous aider. Je me dis, putain, c'est comme ça la France. T'arrives, tu racontes ton histoire, on te dit que c'est dingue, on va vous aider, la nana elle part, elle revient avec un chèque. Je me dis, attends, mais c'est quoi, c'est un truc de fou, tu vois. Je me dis, c'est fou, putain, finalement, ouais, les aides de la France, ça peut servir, quoi. Et elle me sort un chèque de 32 euros, je crois. Et je lui dis, mais 32 euros, c'est même pas ce que je me fais prélever en impôts toutes les semaines. Si tu me racontes. elle t'a fait le petit clin d'œil, c'est pour moi, ça fait plaisir. Donc là, j'ai dit, écoutez, en bas, il y a des gens, 32 euros. Vraiment, je pense que ça peut les aider. Allez donner aux gens qui sont en bas. Moi, 32 euros, il va rien se passer. Ce sera la même merde demain matin. Donc, merci, passez un bon week-end. Donc, voilà ce que j'ai eu le droit avec l'État. Pôle emploi, bah rien. T'es pas dans un statut d'émission, enfin, tu vois, c'est pas un statut de renvoi non plus. Donc, en fait, c'est un statut de rien. T'es un statut complet. Donc, administrativement parlant, t'es une sorte de vide juridique, flou juridique, et tu n'as plus rien. Tu n'existes plus. Et là, mon pote, il faut que tu trouves un taf où ils acceptent de te prendre. Dans quel métier tu peux aller, et on ouvre encore les portes un peu plus facilement, c'était l'immobilier. Ok. L'immobilier, bah, je suis arrivé, et moi j'ai été assez con pour aller dans l'agence en face du commissariat. T'arrives, qu'est-ce que j'ai été con. Donc, Bravo. t'arrives, enfin, il y a du bon et du mauvais, c'est comme tout, mais il y a eu un peu de mauvais quand même. Donc, je vais du coup en face de cette agence et je dis voilà, est-ce que vous accepteriez de recruter quelqu'un? Moi, je demande pas d'argent, je demande pas de salaire. Si je gagne de l'argent et que je vous en fais gagner, vous m'en redonnez, c'est tout. Je vais travailler comme jamais personne ne travaillera dans votre agence. Je serai 7 sur 7 dans le boulot. Et parce que moi, je suis dans l'esprit, je vais pas lui dire ça, je me vends pas comme ça, mais je suis donc dans la merde. Je me souviens que je raquette ma mère pour aller acheter une veste chez H&M, pour avoir une veste, un blazer, parce que moi j'ai pas de blazer. J'ai aucun truc en mode suit, je me la raconte agent immobilier, tu vois, j'ai rien de tout ça, moi. Moi, le seul truc que j'avais, c'était une Harley Davidson que j'avais à Paname, voilà, un blouson en cuir et terminé, bonsoir. Parce que je suis parti avec un sac. J'ai laissé toutes mes affaires, j'ai tout perdu. Mon appartement où Lopez était, toutes mes affaires étaient là, tous mes fringues étaient là, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé à un pote qui a accepté de me les garder et lui, il a eu une inondation dans son garage, toutes mes affaires ont crevé. J'ai Aïe. tout perdu. Sur là, je suis parti vraiment à zéro de chez zéro, enfin même pas zéro, c'est vraiment moins quoi. Et du coup, Et tu connais rien à l'immobilier, on est d'accord. je connais un peu parce que moi, dès que j'ai eu des salaires, j'ai acheté des apparts. Et à l'époque, Brest achetait un appart. J'avais acheté le premier appart à 25 000 balles. Donc c'était rien, tu vois. Quand maintenant, il doit valoir 75 000 dans l'esprit, quoi. Et je me souviens, voilà, j'ai toujours eu ce côté-là. Je me souviens, mon père était dans le bâtiment, lui, dans le sud. Lui, il m'a jamais aidé financièrement parlant, jamais, jamais de sa vie. Ni payé une pension, ni rien. Ni n'est venu me voir quand j'ai eu cette affaire-là. Donc en clair, le père, bon, pas présent, quoi.
un mec exceptionnel, mais pas du tout présent avec ses gosses, quoi. Voilà, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et ma mère, elle, essaye de m'aider un maximum. Donc elle m'aide comme elle peut, voilà, elle m'aide à acheter de quoi avoir voilà, un blazer. Ma sœur, elle m'aide, elle fait un crédit à la Fnac pour m'avoir un ordinateur. Enfin voilà, on fait au mieux en mode mif. Vas-y, il faut sortir Vincent de la merde parce qu'il est dans la merde, quoi. Et donc moi, je feins le gars qui va super bien, etc. Mais moi, je suis dans un état atomique et je vais du coup dans cette agence. Cette agence accepte de me recruter sans expérience, mais je savais quand même de quoi je parlais, et moi je savais que quand je suis dans un truc et que j'ai besoin d'appréhender quelque chose, je vais travailler comme un tabanard. Donc, ok, vous me donnez la chance, c'est bon, je commence quand? Lundi prochain, on devait être le jeudi, quoi. Je commence lundi prochain, donc y a pas de problème. Tout le week-end, tout, j'ai acheté des livres sur l'immobilier, j'ai acheté des livres sur la fiscalité, des livres sur l'investissement, des tutos, enfin j'ai tout fait ce que je pouvais faire pour apprendre ce métier-là. Que j'ai appris du coup, bien évidemment à la sueur du front, mais en même temps avec l'aspect ludique de là où tu peux récupérer tes infos, tu vois. T'avais pas ChatGPT qui te faisait un résumé de toutes les lois en 3 secondes, quoi. Là c'était vraiment, fallait apprendre, fallait bosser, fallait aller chez Dialogue à Brest et récupérer des livres, quoi. Et moi, à partir de là, ça passe plutôt bien parce que du coup, je travaille beaucoup, je travaille du lundi au dimanche. Et du coup, ça fait que ça marche. Et un jour, la personne la patronne de cette agence, que je nommerai pas bien sûr, mais bon, les gens ils vont vite se rendre compte, hein, voilà où c'est. Mais elle me fait confiance et elle m'apprend les choses. Et après, elle crée un climat très proche, voilà. Enfin, elle essaye d'avoir un côté un peu presque maternel, etc. Et un jour, moi, je lui dis, on est à un café, je lui dis, voilà, je suis dans une situation délicate, je suis en contrôle judiciaire, je suis dans une instruction d'une affaire, voilà l'affaire, etc. Et du coup, j'ai tout perdu, mais voilà, merci de me donner cette chance-là, j'ai une chance exceptionnelle de vous avoir rencontré, que vous ayez accepté de me prendre, mon profil de demeurer ancien flicard, etc. C'est cool, merci beaucoup, quoi. Et non, mais il n'y a pas de problème, tu rigoles, tu bosses super bien, super content de toi, etc. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'immobilier, je pense qu'en 3 mois, je dois faire peut-être 120 000 euros de chiffre ou 100 000 euros de chiffre, quoi, un truc vraiment correct, quoi, pour une agence. Et elle me paye mes 2-3 premières commissions. Et puis moi, dans ma tête, je me dis, faut que j'ouvre une agence. J'ai ouvert une salle de sport, je peux comment ouvrir une agence immobilière? J'ai pas le pognon, mais je peux y arriver. Donc la personne avec qui j'étais en couple à l'époque, qui était juriste d'affaires, elle, avait la capacité, le diplôme, si on veut, pour obtenir voilà de quoi ouvrir une agence immobilière. Et donc moi, je vais en toute transparence voir ma patronne et dire voilà, je vais ouvrir une agence, mais par contre voilà, vous m'avez tout appris, vous m'avez donné votre confiance, etc. Et vous avez ma confiance. Donc sachez que d'une, je ne prendrai aucun de vos clients. Et de deux, j'aimerais qu'on travaille ensemble, qu'on collabore, etc. et qu'on travaille plutôt en bonne intelligence, parce que moi, je vais jamais arriver à rayonner comme vous. Vous êtes une agence qui est là depuis des dizaines d'années. Voilà, moi, je suis rien, mais c'est juste, je m'y retrouve pas. Voilà, j'ai envie d'avoir ma patte, d'avoir ma façon de faire, de ma vision de l'IMO, etc. Et, euh, et voilà, je pense que je partirai, mais je partirai pas tout de suite. Voilà, on va prendre le temps que je finisse les dossiers, etc. Et elle m'a dit, ok, pas de problème et tout. Et le lendemain, j'arrive à l'agence, elle est devant l'agence, et elle me dit, par contre, tu rentres pas. Et je dis, j'ai tous mes dossiers, j'ai tout à faire. Et tout. Ah non, tu rentres pas, c'est terminé. Et si tu veux rentrer, j'appelle la police en face. Et elle savait toute mon affaire. Elle savait que j'étais dans la merde. Aïe. Et en fait, elle m'a jamais payé mes commissions. Elle s'est dit, de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'il est en contrôle judiciaire, il va rien se passer. Il va pas venir me tabasser dans l'agence. Il va fermer sa gueule. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé ma gueule. Donc moi, je me suis assis sur des dizaines de milliers d'euros. Tu te dis, putain, T'avais pas besoin de ça à ce moment-là. tu te dis, t'avais pas besoin de ça, parce que toi, t'es dans la merde et tout. Donc, bon, voilà. Donc, tu te dis, ok, faut que je reparte encore avec des trucs en mode, moi, j'avais besoin de ça pour monter le business. Parce que je me dis, bah voilà, je vais avoir le local, il était super cool, mais j'allais avoir des travaux dedans, j'allais quand même devoir faire de la déco, etc. Donc, je me dis, encore des problèmes, quoi. Et puis, tu peux rien faire. T'es dans ce truc où t'as les pieds mains liés, où toute action qui pourrait amener à penser que t'es quelqu'un de violent, tu sais que tu pars au placard. Donc en fait, tu ne peux même pas réagir comme n'importe quel homme en disant bonjour, tu me dois mon argent, tu me rends mon argent. Non. Moi j'étais en mode, je passais devant, je baissais la tête. Hull, c'est ce qu'il fait, hein, et pourtant ça il est pas en contrôle, hein. Pas Lui, du il a eu tout. aucun problème. Il a toujours fait comme ça, lui. Hein. Vraiment, c'est la technique de Hull. On appelle ça t'as fait une Hull, en fait. Allez, je m'attendais pas à ça. Quel gros bâtard. J'étais super focus et là je prends un énorme tir. J'étais super concentré sur ce qui se passait. C'est quoi cette histoire? Quel enfer. 2 ans, c'était gratos.
Allez, ça continue. Allez, merci pour cette vanne. Ça permet de rehausser un peu le niveau de dépression. Bon, voilà. Donc, du coup, direction l'ouverture d'un nouveau projet entrepreneurial. Et là, pas de thunes. Un peu de thunes avec le crédit pour, voilà, pour faire des petits travaux, déco, etc. Mais pas de thunes pour faire de la déco. Et là, moi, je pars dans l'idée de, ok, moi, j'ai été chercher les plus grosses marques au monde pour être en partenariat avec ma salle. Bah, tu sais quoi, je vais faire exactement pareil pour mon agence. Je vais aller voir une marque de meubles de l'espace et je vais lui dire voilà, je veux être votre showroom, je veux représenter votre marque dans mon agence IMO. À l'époque, comme j'étais un demeuré dans l'immobilier, moi j'avais appris à faire des plans 3D avec SketchUp et tout machin. Donc en fait, je représente l'agence en 3D et je représente leur mobilier en 3D dans l'agence pour leur montrer comment ça va être. Donc je crée l'agence Cosimo, je me dis voilà, Cozy Imo, ça cause immobilier, Ticos en breton, la maison, etc. Donc voilà, ok, c'est bon, toutes les planètes s'alignent, go, on part sur ce nom-là. Et là, déco de l'espace, pas payé. La déco, elle est gratos. Je suis arrivé en mode rue de Siam, ça s'appelle rue de Siam à Plougastel, et ils m'ont dit, bah allez, go, vous prenez ce que vous voulez. Et moi, je dis, ouais, ça, on prend ça, cette table, ce truc, machin. Et on s'est retrouvé avec une agence exceptionnelle en termes de déco. Belle leçon pour ceux qui veulent se lancer. Voilà, vous avez un exemple sans argent, comment faire. Et tu peux donner la sensation que c'est un délire comment t'es blindé. Parce que tout le monde s'est dit, bah, l'agence elle est folle. En termes de déco, ça a fait un buzz. En mode, attends, les mecs, ils sortent d'un truc, c'est un délire. Une Harley devant, le patron, il est tatoué à la race. Et enfin, tu vois, ça a fait une sorte de petit buzz pareil. Et un boulot très sain. Toujours essayer d'être bien avec les clients, toujours sympa. Vraiment en mode, quand je vais au marché le dimanche, je vais pouvoir regarder tout le monde dans les yeux. Donc, ça me posera pas de problème, quoi. Dans l'esprit, c'était ça. Et c'était un business hyper intéressant parce que quand tu le fais avec l'envie de rendre service, d'accompagner des gens dans des projets exceptionnels de vie, etc., c'est pas du tout la même chose que d'être un requin pourri qui pourrait être soit vendeur de cuisine, vendeur de fenêtres, vendeur de bagnole et agent immobilier, sans critiquer, mais vous voyez très bien le genre de requin dont je parle, les mecs qui en ont rien à foutre, qui ont pas de race, voilà, ce qu'ils veulent c'est ton portefeuille, ils vont arnaquer des petites mamies qui ont rien demandé, leur faire croire qu'ils ont vendu à temps l'appartement, puis finalement ils ont vendu en dessous, enfin, ouais, tous ces trucs-là, je l'ai vu 100 fois. Et puis, écoute, moi, à partir de là, la rumeur commence à arriver, moi j'appelle ça, j'ai beaucoup d'expressions liées au business et à la vie, mais moi j'appelais ça le syndrome du fantôme. C'est que les gens, ont des fois une capacité à se dire que si la porte elle claque, c'est que c'est certainement un fantôme avant de se dire que c'est un courant d'air ou un train qui est passé ou quoi qu'est-ce qui a fait bouger le bâtiment et la porte elle a bougé. Des fois les gens ont envie de simplifier les choses, ou en tout cas d'avoir un petit peu un biais cognitif pour essayer d'aller voilà vers des idées qui les représentent quoi. Et moi, si vous voulez, je fais de l'IMO. L'agence est super belle, ça commence un petit peu à parler dans le milieu des agents IMO. Je suis pas apprécié parce que je suis pas d'ici, je suis pas de Brest, etc. Moi, je vis la vie brestoise avec les commerçants. J'essaie d'être le plus humain possible parce que c'est ma façon d'être. C'est comme ça d'ailleurs que je t'ai rencontré, Fabou. Enfin, Ouais. tu vois, voilà, c'est comme ça au début que ça a commencé avant que j'ai la chance de rencontrer le meilleur des deux, Ulrich, comme mais voilà. Et, Aïe, mais je le sais, hein. je suis désolé. D'abord, il fallait que ça tombe, mon pote. Je te rappelle que toi, tu cours tous les dimanches et ça, je peux plus te blairer. Ça, je peux plus te blairer. Désolé, ouais, je sais, c'est mon petit côté Apparemment, Ulrich, un peu ici, bobo. je vais te dire. Ulrich s'y met. Non, c'est là qu'on s'est connus effectivement à Brest. Voilà, c'est là où on s'est connus. Donc moi, c'était voilà, côté commerçant, vivre, voilà, faire, voilà, kiffer son métier. Et en fait, elle n'a jamais aimé que je sois parti de son agence parce qu'en plus de ça, quand je suis parti, il y a des agents immobiliers à elle qui m'ont suivi, qui sont partis avec moi, qui sont venus dans mon agence travailler parce que l'agence ils ont kiffé et tout machin. Moi, je leur ai pas dit de venir, mais ils sont venus parce que Ah voilà, mais ils avaient envie. tu sais que ambiance, quoi parce qu'il, que t'as rien à même faire. même si c'est pas toi, t'as beau te justifier, tu sais que ça va mal passer, forcément. Bien sûr. Et donc, elle a été voir tous les notaires de Brest et dire voilà, ce mec-là, je sais pas, c'est un terroriste, un délinquant, un trafiquant de drogue, tout ce que tu veux. Et du coup, voilà, faut pas travailler avec lui, etc., etc. Moi, je le savais pas que ça parlait comme ça. Mais elle, bien sûr, elle était déjà dans ce milieu-là, dans ce microcosme un peu immobilier, etc. Donc ça se savait partout. Et donc j'ai commencé à avoir des gens qui venaient me voir en me disant ouais, c'est toi l'affaire, machin et tout. Ok. Ah, c'est toi le truc. Ok. Et dis-moi, c'est pas toi l'histoire là, machin. Et en fait, putain, j'entendais. Et moi, à chaque fois, le bide en vrac. Et puis tu fais des AVC en direct. Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui tu penses jamais qu'ils pensent ça. Donc ils arrivent et disent, ah, mais toi, c'est pas ça. Et tu sais, en pleine conversation. Et moi, j'arrivais même pas à réagir. Parce qu'en fait, j'étais mal. Tu sais, je savais plus me mettre. Si je pouvais me cacher sous une table, je me cachais sous une table, tu vois, tellement j'avais honte. Donc en fait, j'avais ce côté où je savais pas comment réagir face à ça. T'as tes Parce que vieux j'avais démons pas. qui reviennent constamment, peu importe Ouais, ce que tu fais. au quotidien. Au quotidien. Tu feins le mec heureux, etc. Mais au fond de toi, tu sais que t'as l'épée Damoclès au-dessus de la tête.
Voilà, c'est ça, c'est que t'as tout perdu, tu te reconstruis, mais même là-dedans, t'as toujours Bien ce sûr. combat Et puis permanent. moi, en parallèle de ça, faut pas oublier, MMA Factory explose. Je me souviens même de dire à Lopez, frérot, c'est moi qui ai géré tout le partenariat Reebok et tout machin. Vas-y, envoie-moi des fringues Reebok quand même. Vous êtes tous en Reebok, je vous vois tous là sur les réseaux, machin et tout ça. Je dis frérot, m'oublie pas, c'est quand même à la base mon business. C'est moi qui ai géré le partenariat. S'il te plaît, m'oublie pas, tu vois. Et du coup, il m'envoie des fringues Reebok, des Reebok. Frérot, il m'envoie des chaussures taille 45 Reebok, je fais du 43. Si tu veux, Il t'envoie du XS. Il t'envoie du XS. il m'envoie du XS. Tu vois l'esprit. Des survêtements, c'est du 7 ans. Yes, merci Fernand. Mais donc ouais, parce que du coup, ta relation à ce moment-là, Elle comment elle continue avec continue, Fernand? elle continue, mais vous le savez aussi bien que moi, loin des yeux, loin du cœur. Moi, je suis plus là. Il y a un mec qui a pris ma place. C'est des phases aussi comme ça qui sont, ça me fait pas. Enfin, tu sais, c'est en en parlant que tu repenses à des trucs. Mais c'est des phases, par exemple, où t'es chez toi et tu vois les gars partir, donc à des combats à l'UFC. Donc tu vois tous les gars qui partent, par exemple, à Vegas, donc à Lopez, toute l'équipe et tout. Et tu vois le mec qui t'a remplacé et il se vend comme étant le boss de MMA Factory, tu sais. Limite, il va alpaguer le projet, parce que moi, comme je suis toujours le mec inexistant, vu que juridiquement, je n'existe que par rapport au papier d'être actionnaire majoritaire, mais je n'existe en rien sur l'aspect médiatique. J'existe pas. Il y a certains journalistes qui m'avaient mentionné, mais en réalité, j'existe pas. Dans les interviews, je me présente pas. Quand on avait Paris Première qui était venu faire un reportage, je discutais avec les mecs pour tout expliquer. Après, je leur disais, ouais, par contre, sur la caméra, faut pas que j'apparaisse, quoi. Donc, quoi, j'apparais nulle part. Donc, en fait, Vincent est là, Vincent est plus là, il se passe rien. C'est que dans le microcosme de ma salle que tout le monde sait que ouais, le boss est plus là. C'est chiant, ça fait chier. Il dirigeait beaucoup de choses, il faisait beaucoup de choses, mais là il est plus là. Et en fait, le mec qui prend ma place, il la prend avec toute la maladresse, la vulgarité de quelqu'un à qui on donne un micro-royaume et qui va du coup l'embrasser comme si c'était le calife, quoi. Sans donner de place si t'as pas envie, mais il est toujours en place, ce mec-là? Non, non, ce gars-là, il a dégagé après. Ok. Lopez a fait en sorte que ça dégage. Mais bon, moi, si tu veux, quand je suis loin et que je vois ça et que je me souviens un jour, j'écris à ce mec-là, je me souviens, putain, j'écris à ce mec-là, tu vois, c'est bizarre de parler, ça te fait de l'émotion et tout, alors que tu sais, tu dis, je vais en parler normal et tout, mais en fait, en vrai, tu es toujours là, tu sais. Euh, je lui dis, ouais, les gars, je viens de faire toute la com, voilà, je viens de faire toutes les affiches et tout de tous les combattants. J'ai mis 3 jours ou 4 jours de boulot, enfin de nuit, tu sais, en parallèle de mon taf, bien sûr. Je dis voilà, est-ce que vous pourriez m'envoyer 400 balles? Voilà, parce que j'avais besoin de thunes, quoi. Et lui il me répond, écoute, c'est ça, je pense que ça 200 euros, ça devrait quand même le faire. Le mec me répond ça. Le mec ne m'a jamais rencontré. Le gars, il sait que c'est moi qui ai tout monté, qui ai tout fait. Et toi, t'es dans une merde noire, tu demandes 400 balles et le mec il te répond, je pense que 200 balles ça va pouvoir le faire. Je te jure, heureusement que t'as un contrôle judiciaire. Parce que là tu montes. Tu montes et là ta vie elle change peut-être, mais le mec il l'aura mérité, tu vois. Et en fait, là, tu vois ce gars-là qui est à Vegas, qui se la raconte avec les combattants, qui rentre dans la cage de l'UFC avec le speaker et tout pour être autour des combattants. Tu sais, il y a toujours, à la fin, t'as les coachs qui rentrent, tu sais, quand il y a un combat avec une victoire, les coachs rentrent, voilà. Et je me dis, ah, c'était à moi d'y aller. Et les combattants qui m'écrivent, qui sont adorables, tous les combattants me disent, ah, Vincent, on viendra te voir. Personne vient te voir. Personne va venir à Brest. Mais tous les combattants euh, qui sont là, que tu adores par-dessus tout, parce qu'ils savent que bah, toi, tu fais tout pour eux. J'ai jamais demandé 1 euro à des combattants. Jamais. Et tu te rends compte que bah, finalement, personne ne t'aide. Personne. On en revient du coup à Ngannou. Ngannou, à ce moment-là, donc lui explose, et donc ses salaires explosent. Parce que lui, Lopez, qui est très malin, a renégocié immédiatement le contrat d'Ngannou après le premier combat. Et du coup, Ngannou, il allait avoir des grosses primes. Ça y est, on allait approcher les 6 chiffres. Ngannou devait remettre une partie dans le milieu du MMA et des sports de combat, les agents, la salle, la structure sportive et les coachs bénéficient d'un pourcentage. En moyenne, souvent on dit, t'as 10% pour le manager, 10% pour la structure, 10% pour le head coach. C'est ça, mais voilà, on dit ça de manière un peu vulgaire, mais dans l'esprit c'est un peu ça pour vous donner une notion. Mais Lopez, lui, il réclamait rien à Ngannou. Ce qu'il voulait, c'était d'abord qu'Ngannou explose. Et c'est très dur parce qu'en fait, c'est des heures et des heures et des heures à crever pour un combattant pour qu'il puisse aller au plus haut sommet. Mais en parallèle, t'aimerais un moment que la personne redistribue un peu quand même. Quand elle prend, je sais pas, 150 000 $, elle peut redonner un peu quand même à sa salle, etc. Et Ngannou, il avait un peu des oursins dans les poches. Ngannou, il donnait pas 1 euro. Il disait toujours, ouais, mais je suis dans la merde et tout. En fait, comme c'est un gars qui a vécu des choses tellement difficiles,
Le gars, tu peux même pas lui réclamer le pognon, en réalité. Parce que tu te dis, bah, de toute façon, non, mais c'est trop bien, en fait. Il vit une nouvelle vie, c'est génial et tout. Et à un bout d'un moment, en fait, par principe, pour les autres combattants qui rétribuent la salle, etc., et qui ont des primes moindres, qui ont peut-être 10 000 euros sur un fight et tout machin, ils le font. Bah, toi, mec, faut falloir que tu penses à le faire. Bon, bref. Donc ça, c'était surtout à Lopez de gérer ça avec son combattant. Moi, je gérais l'aspect sponsoring, aspect visuel, affiche, etc., etc. Et du coup, les réseaux sociaux d'Ngannou. Et un jour, je dis à Ngannou, je sais plus quand est-ce que je lui ai écrit un truc comme ça, mais on doit être en 2000, fin 2015 ou 2016. Et je lui dis, mec, j'aurais besoin d'un coup de main. Moi, je t'ai tendu la main, voilà, quand t'avais rien. Moi, là, j'ai besoin d'un coup de main. Et je lui avais demandé de m'aider. Je sais plus comment je lui avais dit de m'aider. Et j'avais pas eu de réponse. Et je lui avais dit, c'est quand même bizarre d'oublier si vite les gens qui ont eu un impact dans ta vie. Et lui, à ce moment-là, moi, je savais pas, mais il était dans des travers un peu avec Lopez, parce qu'en fait, lui, il était un peu demandé par les grands noms du sport pour, voilà, pour travailler avec eux. Donc, aux États-Unis, ils avaient envie qu'il débarque là-bas. Et un sportif de haut niveau comme lui, aux États-Unis, c'est, mec, on t'a géré ta baraque, voilà ta salle, t'as un salaire, voilà les sponsors, voilà tes sparring partners qui tombent dans les pommes tellement c'est des monstres et tout. Tu vas trop kiffer à venir chez nous, voilà, welcome, quoi. Et lui, bah, son rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Lui, son rêve, c'était de vivre la grande vie, parce que c'est normal. Il vient d'un endroit tellement dur, tellement difficile, avec tellement d'impacts sociaux, psycho, etc., que ce gars-là ne méritait qu'une chose, c'était de vivre sa meilleure vie, bien sûr. Mais quand moi, j'étais dans une vie la plus pourrie du monde, ça m'a été difficile de lui demander de l'aide, mais je crois que vraiment ce que je lui ai demandé, je pense, ça devait être peut-être 500 balles, peut-être, je sais plus. En lui disant, écoute, mec, c'est par rapport, voilà, quand je lui ai signé Wicked One, machin, parce que ces trucs-là, vraiment, un manager, il prend sur tout ce que tu fais. Je te fais signer ça, bah tu me donnes un peu et tout. Mais moi, j'ai jamais eu besoin d'argent, en soi, j'avais pas besoin, donc j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Et là, je crois que je lui avais demandé, mais je vous dis de l'argent, mais c'est même pas sûr. Je crois peut-être que c'était peut-être de me faire une com pour l'agence. Je sais plus ce que je lui ai demandé. J'ai demandé un truc vraiment, mais c'était pété par rapport à ce qu'il était. Et il m'avait lâché un vu. Tu peux pas lui péter la gueule, malheureusement. Je pouvais pas lui péter la gueule parce que j'avais un CJ. Parce que sinon, on sait tout ce qui serait Je passé. m'étais pas échauffé. Sans contrôle judiciaire, je lui pétais la gueule. Sans contrôle judiciaire. On faisait D'ailleurs, comme maintenant que je d'habitude suis à plus en contrôle, l'entraînement. tiens, si t'as un message, je vais faire passer à Francis Ngannou, c'est maintenant. Ouais, c'est très simple. J'ai dit franchement, regarde par terre quand tu me vois, parce que dans tous les cas, tu pourras plus jamais relever ta mâchoire, mon pote. Le message est passé. Ah bah le message est passé, mon pote. Tu me regardes, mon pote. T'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai peut-être les yeux crevés, mais je te retrouverai. Tremble, tremble, Francis. Mais ouais, tu sais, je lui ai mis quand même pas mal de KO à Francis. Putain, c'était waouh. Je comprends. Ouais, ouais, bah, c'est normal. Enfin, et toi aussi, Fab. Francis, on me l'a proposé, j'ai dit pas tout de suite, trop simple. Ouais, t'as dit, ouais, les croisés et tout. Enfin bref. Donc voilà, et donc bah, du coup, Ngannou, pareil, il a une capacité à oublier les gens, comme beaucoup de monde. Et donc, bah, moi, j'essaye de, bah, enfin, je sais plus, j'essaie un peu d'argumenter en lui disant, mec, c'est quand même dingue quoi, d'avoir cette mentalité. Je trouve ça un peu dommage, bon, bref. Mais bon, chacun sa vie, il fait bonne route, etc. Mais moi, j'étais toujours le manager de sa page Facebook, qui est en train d'exploser. Il est peut-être à 200 ou 300 000 followers. Et moi, à ce moment-là, j'ai 2-3 000 demandes en mariage par jour. Pas mal. Et donc, dans l'esprit, voilà. Et un jour, il me dit, voilà, je veux récupérer ma page. Enfin, son community manager dit, bonjour, je viens récupérer la page, je veux total access sur la page de Monsieur Ngannou. Et je lui dis, bah non. En fait, il va me répondre. Et après, je donnerai la page. Et je reçois un message de Ngannou, écoute Vincent, j'espère que tu vas bien. Voilà, on s'en bat les couilles. J'espère que tu vas bien. Eh ben, écoute, voilà, juste pour te dire, j'ai besoin de la page. Je te souhaite le meilleur. J'espère te revoir bientôt à Paris. Enfin bref, de la merde quoi. Ouais, formule de Voilà, politesse. politesse de merde pour récupérer ta page. Je crois que je lui ai pas répondu et que j'ai filé la. Et non, je crois que j'ai même pas filé la page. Je crois que le mec a fait une demande à Facebook et Facebook a fait application de me virer du aide machin quoi. Voilà, un truc comme ça s'est passé. Je me souviens plus exactement. Parce que moi, je gérais les pages de tous les combattants parce que je créais les pages de tout le monde. Comme moment, j'avais 15 pages de tous les meilleurs combattants français, parce que c'est moi qui gérais leurs pages, les commentaires, les machins. Je faisais community manager de sportif, on va dire quoi. En vrai, ça c'est rien du tout, parce qu'Ngannou, voilà, en vrai, voilà. Après, moi, quand j'étais dans l'immobilier, j'ai très bien marché, j'ai gagné très bien ma vie, et voilà, et j'ai fait le mieux que je pouvais, voilà, dans ma vie. J'ai investi, voilà, j'ai payé preuve d'argent. L'agence marche, parce que du coup, on était sur l'agence Exactement. immobilière que t'as créée. Elle se développe bien. L'agence marche super bien. Donc là, les gens, bah, c'est là où je reviens sur l'esprit syndrome du fantôme. Quand tu fonctionnes, que ton agence, elle est belle, etc., bah, qu'est-ce qui se passait? Les gens ils disaient, ah bah attends, lui,
Si là il a réussi comme ça, bon, on la connaît l'histoire, hein, ça a dû derrière, il a dû avoir des trafics. Enfin, tu sais, et en fait, c'est ça qui me rendait fou. C'est-à-dire que t'es dans la merde, personne t'aide, tu bosses comme un tabanard pour essayer de t'en sortir, tu t'en sors, tu fais des petits coups comme ça en mode, bah putain, la déco gratos et tout machin. Bien sûr, tu fais des trucs, mais personne voit ça, personne sait ce que tu fais. Personne sait que tu bosses 100 heures par semaine, personne sait que tu t'es fait escroquer par ton ancienne patronne, personne sait rien de ta vie. Mais par contre, tout le monde a envie de dire, attends mec, il a un Harley Davidson, je l'avais déjà la Harley Davidson, il a un sac Louis Vuitton, on me l'a offert pour mes 25 ans, c'est 20 personnes qui m'ont offert un sac Louis Vuitton. Bon, ok. Et ils vendent de l'immobilier et je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et puis bah voilà, il sort, il va. Bah oui, je suis nourri, logé, blanchi chez ma mère. Donc ouais, je profite. Moi, j'avais une théorie et je la donne à tous les mecs qui sont dans l'immo ou dans le commerce. J'allais 3 fois au même endroit la même semaine. Je faisais 3 fois en une semaine, ce qui fait qu'après, le mec ne t'oublie jamais, le patron derrière. Parce qu'il t'a vu 3 fois. Au bout de la troisième fois, bien sûr qu'il va te parler. Et bien sûr, tu crées un contact. Si tu vas 3 fois en 2 mois ou 3 fois en 3 semaines, t'es un client lambda. Tu viens 3 fois en une semaine, t'es un client. Et ça m'a permis, cette règle-là, d'avoir beaucoup de contacts. Et de Ok, créer c'est du pas lien avec bête. pas mal de monde. Et en fait, ça te permet de ne pas être oublié. Et ce qui fait qu'après, si tu reviens que 1 mois après, on se souvient de ton prénom. Et Ok. ça marche vraiment, ça. Ça marche vraiment. Donc t'as quand même bien réussi à rebondir finalement. Bah écoute, finalement, oui, après, bien sûr, il y a eu plein d'autres choses, plein d'autres histoires entrepreneuriales dans la foulée. Mais ouais, ouais, après tu rebondis. De toute façon, en réalité, on te dit toujours, ce qui te tue pas te rend plus fort. Ouais, ok, peut-être. Mais surtout, je dirais que le temps efface à peu près toutes les cicatrices. En réalité, le temps fait toujours son travail. Tu rencontres des gens, tu t'apprends voilà des choses, tu fais des rencontres magnifiques. En réalité, la vie c'est l'humain le plus kiffant. Et moi, ce que j'ai le plus kiffé dans MMA Factory, c'est l'humain, parce que j'ai pas gagné d'argent avec le MMA Factory. Le MMA Factory, j'ai payé, je continue à payer mes crédits d'investissement sur les MMA Factory quand moi j'y étais même plus, que je pouvais même pas gagner d'argent avec le MMA Factory, et moi je continuais de payer alors qu'il y avait des mecs qui étaient payés là-bas et qui avaient jamais rien fait pour ce truc. Enfin, je sais pas si vous imaginez. Je donnais du taf à des potes à moi qui étaient boxeurs, machin et tout, je leur faisais prendre donner des cours de boxe anglaise à des enfants, etc. Moi je prenais même pas d'argent. Donc c'est-à-dire que j'étais toujours été dans l'esprit, ok, faut que ça soit un truc de ouf, faut faire le meilleur truc, etc. Mais moi je pensais jamais à moi. Jamais, d'ailleurs, rarement dans mes business, j'ai pensé à moi. Rarement je me suis dit, ah, le pognon, machin. J'ai jamais eu cette mentalité-là. Ce qui fait que cette distance avec l'argent, quand tu as connu des choses qui sont extrêmement difficiles psychologiquement, bah cette distance, c'est du bon et du pas bon. Le bon, c'est qu'en fait, en réalité, tu fais jamais les choses pour le pognon. Et ce qui fait que souvent, tu fais les choses bien. Parce qu'en fait, tu le fais comme l'argent, c'est un moyen d'accomplir des choses, mais c'est pas une finalité. Beaucoup de gosses en mode biberonné à Instagram, à se dire que tu vends ton cul sur mime, t'es blindé, t'es joueur de foot, t'es blindé, t'es rappeur, t'es blindé, t'es influenceur, t'es blindé, tu fais du dropshipping, t'es blindé. À partir de là, t'as résumé tous les micro-business de merde qui t'arriveront jamais de ta vie, voilà, et tu te dis juste que ce prisme intellectuel qu'ils ont sur la facilité à gagner de l'argent, etc., eh bien, il est biaisé pour eux dans l'entrepreneuriat. À vouloir penser au pognon, t'en oublies tout le chemin, tout le grind. Tout le monde a envie d'être Conor McGregor dans une cage pour gagner 10 millions de dollars en 10 minutes, mais personne n'est capable de faire tout le chemin de Conor McGregor pour rentrer dans cette cage. Personne n'est capable d'accepter le grind. Tout le monde accepte euh, la, 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 toute la sphère médiatique, de célébrité, etc. Et de se dire, ah, putain, moi aussi, je suis capable d'être dans une cage, prendre un parpaing et gagner 10 millions de dollars. Mais mec, tu seras jamais capable de te lever tous les jours à 6 heures pour aller courir, prendre tes œufs crus, l'après-midi te faire tabasser par un mec toute la journée, te faire rouler dessus, ne plus en pouvoir, faire ça 7 sur 7, pas voir ta famille, t'entraîner, avoir un combat tous les 6 mois, gagner que 1000 euros les premières fois. En fait, les gens oublient toujours le chemin, ils ne pensent toujours qu'à l'arrivée, en fait. Ils oublient toujours le grind du chemin. Et c'est ça qui fait que la mentalité, des fois, des jeunes d'aujourd'hui est très problématique. Moi, je me rends compte avec mes salariés, j'ai plein de salariés, moi, j'adore mes gars, vraiment. Plus que eux, ils m'adorent. Parce que eux, ils te voient quand même comme un patron. Tu restes toujours un peu l'enculé de patron. Que tu le veuilles ou non, tu resteras toujours ça. Parce que pour eux, ils auront toujours pareil ce biais cognitif en disant, bah, s'il y a ça, c'est que c'est un enculé. Et quand il est sympa, c'est pour essayer de nous manipuler. Et en fait, t'es baisé, en fait. Et même si t'es humain. Donc, en fait, tu te retrouves dans des situations où des fois, ces gamins, parce que c'est souvent des gamins, voilà, dans le milieu, dans les entreprises que j'ai montées après, enfin, les gamins, c'est pas péjoratif du tout, mais ils sont jeunes, quoi. Et ils ont toujours ce côté, ouais, moi, je veux du pognon, quoi. Mais ils n'ont pas de notion de comment t'en arrives à là. Un jour, je suis arrivé avec une moto, une nouvelle Harley que j'avais achetée, et il y en a un qui m'a dit, eh, on bosse bien pour que tu te payes ça. Et tu dis, mec, mais
t'as pas le bon réflexe là. T'es pas dans le bon truc là. T'es pas dans la réalité. T'es pas dans le fait que t'as Que quelqu'un. toi, t'as pas, tu dors pas pendant des nuits parce que en fait, Exactement. t'as une pression pas Quand possible. toi tu t'investis dans une boîte et que tout est à crédit, faut pas se leurrer. Quand t'achètes des apparts et que tu montes des sociétés, tout appartient à la banque, hein. T'appartient pas à toi. Donc tu montes tes trucs, tout est sur ta gueule. S'il y a une couille, bah c'est pour toi. T'es cautionnaire. Enfin voilà, tout l'aspect charge mentale qui est dingue. Et effectivement, puisse amener à des retours qui sont intéressants, d'avoir, bah, je sais pas, un téléphone sur ta boîte, une moto, enfin je sais pas, je veux dire plein de trucs dans la vie. Et bah eux, ils vont rester sur ce truc un peu en mode c'est grâce à nous que tu fais ça. Nous, à l'époque, quand on bossait pour quelqu'un, on disait merci de me recruter dans votre entreprise. Maintenant, c'est mec, remercie que je bosse chez toi. C'est ça la nouvelle mentalité. Et cette mentalité, elle est très très difficile à gérer parce que tu as la sensation que tu n'as plus d'emprise sur personne. Mais c'est pas une emprise de type manipulation, c'est une emprise de genre, ok, on a un contrat moral ensemble où je ne pense pas que tu puisses me faire défaut à partir du moment où je fais le maximum pour toi. Mais en fait, tu te rends compte que finalement, tu ne vaux rien dans leur vie. Ils vont feindre le fait qu'ils ont besoin de toi pour obtenir ce dont ils ont besoin à l'instant T. Mais une fois qu'il y a le moindre truc qui pourrait déraper, que tu ne fais plus partie de leur intérêt, ils peuvent te virer de leur vie en 3 secondes. Quand toi, émotionnellement, humainement parlant, tu es vraiment touché par la situation. Eux, ils n'en ont mais vraiment rien à foutre parce que tu as toujours été le patron. Et c'est vrai que c'est très bizarre ce truc-là, alors que moi j'avais un respect pour les gens qui m'ont donné du boulot en job étudiant, etc. Moi j'ai toujours bossé à 14 ans, j'allais castrer le maïs à Albi, dans le sud là. Voilà, j'ai toujours bossé pendant les vacances, toujours bossé tout le temps étudiant, j'ai toujours bossé. J'ai toujours eu les patrons qui m'ont embauché, peu importe quel type de patron, quand j'étais caréneur sur le port de Brest, dans les ballasts portuaires dégueulasses où tu fais te crever toutes les 3 secondes, et ben voilà, les patrons qui te donnent leur confiance, je les remerciais, voilà, comme il se doit en fait. J'étais heureux que ces personnes me donnent la chance de pouvoir travailler et de, en plus, travailler peut-être chez eux dans une entreprise intéressante, etc. Et ben maintenant, c'est plus ça. Et il faut composer avec ça. En fait, pourquoi à la base on avait échangé ensemble, les gars, c'était surtout de dire que des fois on peut vivre des choses qui sont extrêmement dramatiques, et là on parle d'un aspect travail, et donc du coup après familial, amical, etc. Mais des choses encore pires qu'on peut vivre, et qui peuvent encore plus t'amener dans des méandres psychologiques. Mais en réalité, c'est de se dire que voilà, si vous trouvez toujours la force avec des gens que vous aimez, etc. Maintenant, j'ai la chance d'être avec une femme exceptionnelle, d'avoir un enfant, de vivre ma meilleure vie. Donc, et trouver de l'attention juste avec les gens que t'aimes plus que tout, qui sont ta femme et ton gosse, et puis après ta famille qui compose ta famille, ta belle famille qui fait aussi partie du coup de ta famille, et puis les gens de tes équipes, tu vois, tes salariés, bah il y en a avec qui tu forges vraiment des liens de dingue. Tes associés que tu crées, parce que quand tu crées des boîtes, bah tu t'associes. Les associés que tu rencontres, des personnalités de dingue. Voilà, j'ai vraiment de la chance d'avoir rencontré certaines personnes dans mon parcours, que je pourrais faire une liste, voilà, exceptionnelle. C'est vraiment de se dire qu'à chaque fois, la vie, au bout du compte, elle te rattrape pour essayer de te remettre dans le bon, si tu es dans un prisme un peu de positivité, quoi, tu vois. Si tu t'enlises dans une dépression ou dans les choses négatives, etc., bien sûr que le négatif, il restera autour de toi. Si tu essayes de faire en sorte que, de cette situation de merde, tu pourras pas aller plus bas. Enfin, tu penses pas, en tout cas, aller plus bas. Tu remontes, quoi. Ah, puis c'est, oui, on te donne rien, fallait le chercher, hein. C'est aussi ça aussi la leçon Exactement. que t'as sûrement retenu. Quand, du coup, moi, j'ai été innocenté dans le dossier au bout de 20 mois, donc j'ai réintégré la police. Alors que moi, j'avais tout mon cercle familial, toute ma nouvelle vie entrepreneuriale et tout, et j'ai dû réintégrer la police. Et j'ai réintégré pour dire, c'est moi qui me casse. C'est pas à vous qui me virez en mode je m'en bats les couilles de toi, mec. T'es qu'un matricule quand tu penses que tu n'en étais pas un, mais en fait finalement tu n'en es qu'un. Et je suis retourné et voilà, et j'ai repris une carte de police, j'ai repris mon flingue et voilà, et c'est moi qui suis reparti. Et la MMA Factory, il n'y a jamais eu de retour. Et à Factory, Lopez, il m'avait dit, quand l'affaire elle s'est terminée, il m'avait dit Vincent, tu reviens. Et je lui avais dit non, j'arriverai pas. J'arriverai pas à revenir. À ce moment-là, Lopez, il est en pourparlers pour monter le Venom Training Camp. Enfin, pas pour le monter, mais pour être à Rungis, dans le grand club de Rungis. Et du coup, voilà, il commence à avoir des grands noms comme Cyril Gann et tout machin qui arrivent aussi dans le game. Et moi, je me sens plus. Enfin, en fait, c'était très bizarre. Émotionnellement, ça aussi, c'était assez délicat parce qu'en fait, tu te dis, j'ai envie d'y aller parce que c'est quand même mon bébé. Au bout du compte, c'est mon bébé. Je l'ai vu grandir à distance et c'est injuste. Et donc, j'ai envie d'y aller pour remettre les choses au clair et dire voilà, c'est mon bébé, je vais le reprendre et je vais rekiffer.
mais t'es rattrapé par le fait que t'as créé une vie bah, du coup en Bretagne, et du coup tu peux plus abandonner ce que t'as créé ici, t'as une vie, etc. Tu peux pas tout abandonner et repartir à Paris. Et donc voilà, et donc je suis jamais, voilà, je suis retourné dans le milieu du MMA parce que du coup la photographie m'a amené à devenir photographe pour Canal+, pour le MMA, pour Ares à Paris, et donc bah voilà, avec Lopez qui avait monté ça, et puis bah du coup bah voilà, le plaisir de le revoir parce que ça reste quand même quelqu'un, on est très proches, enfin voilà, on s'écrit, enfin voilà, je lui écris maintenant, il me répond dans les 5 minutes. Ok. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un bah, qui a fait sa vie, qui a gagné beaucoup d'argent dans ce qu'il a fait, et c'est mérité. Mais moi, je me dis, ce bébé-là, j'ai jamais pris 1 euro, et il y en a plein qui ont croqué. Plein, plein, plein. Et j'ai jamais rien pris, ni médiatiquement, ni rien, en fait, tu vois. C'est un jour West France qui est venu m'interviewer en mode, on a appris que c'était toi qui avais monté MMA Factory, que c'est toi qui avais trouvé Ngannou, on veut te faire une interview, et j'avais eu une page dans West France, voilà, et j'avais accepté de le faire parce que j'étais pas dans l'affaire, etc. Donc, j'étais plus dans l'affaire, donc j'avais accepté d'être interviewé. Mais en réalité, sinon, il y avait rien, quoi. Et puis, bah là, quoi, on en parle aujourd'hui, quoi. Mais dans l'esprit, ouais, j'aurais pu remonter, je suis pas remonté. Je suis pas remonté, et je regrette pas, mais ouais, c'est vrai que après, quand tu voyais tous les gens qui gravitent dans ce sport, quand je revoyais les gars, quand j'ai rencontré Cyril Gann, et que Cyril Gann, bah, il est adorable et tout ça, et que Lopez lui a dit, bah, c'est lui qui a créé, on était autour d'une table, je me souviens, avec tout le monde, de Ares et tout, et du coup, bah, Cyril, il dit, bah, c'est qui et tout, et puis il dit, bah, c'est lui qui a créé, sans lui, il y a personne ici. Il a dit ça, tu vois. Sans lui, il y a C'est beau. personne sur la table, tu vois. Mais ça, c'est en privé. C'est jamais arrivé que Lopez, en public, il dise ouais, le mec qui a créé ça, c'est un flicard, il s'appelle Vincent et tout. Ça a jamais été fait. Après, si tu veux, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est que lui, bah, il a dû driver la boutique quand j'étais plus là. Il a géré ça quand même d'une main de maître, parce que son truc, son talent, c'est d'être un très bon directeur sportif. Il s'est associé après avec un mec qui est aussi très très bon dans son domaine. Et puis voilà, ils ont très bien réussi, et voilà. Mais c'est vrai que quand je passe devant le MMA Factory en voiture quand je suis à Paris, bah tu vois, je Ce m'arrête pas. pincement. Je m'arrête pas alors que c'est moi qui ai fait tout. Tu vois, que c'est quand je vois les travaux, je vois les vestiaires, je vois les photos, je me dis putain, c'est moi qui ai monté les vestiaires, c'est moi qui ai mis le placo là, c'est moi qui ai peint tout ce bordel et tout. Tu vois, et tu te dis putain, et ça c'est dur, c'est bizarre en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent mais Ah attends, oui, mais bien sûr. rentre, t'es chez Watt. Et bah non, t'es pas chez Watt. T'es rien du tout, mon pote. T'es plus rien. T'existes plus. T'existes plus, et t'as pas vraiment existé. T'étais dans l'ombre, quoi. T'étais un mec dans l'ombre. Et donc, en fait, bien sûr qu'il y a plein de gens. Moi, je me souviens, mes salariés, quand j'en parlais, qui me disaient, mais c'est impossible, c'est pas toi qui as monté ça. Ou qui en parlaient aux clients, tu vois. Qui disaient, les clients, ils disaient, mais non, c'est impossible, machin et tout, tu vois. Et donc, moi, à cette époque-là, bah, j'avais la page fan de Ngannou, tu vois. Puis je montrais, bah, si, regarde, tu vois. Regarde, Ngannou, c'est moi qui ai sa page fan. C'est moi le winning planner là. C'est moi le wedding planner, là. Et donc voilà. Donc c'est non, ouais, c'est une aventure de dingue, et que c'est cool d'en parler parce que bah, elle ramène à plein de choses. J'aurais pu en raconter 20 000 des histoires autour de ça, du MMA, de tous ces balbutiements de la création du MMA, de la légalisation du MMA, tout ça, tous ces trucs-là qui sont ouf. La question qu'on aime bien poser, ouais. Et du coup, tu l'as dit juste avant, mais est-ce que ça fait du bien d'en parler? Ouais, c'est très cool d'en parler. Bah, surtout en parler avec deux mecs que tu kiffes, c'est beaucoup plus facile. C'était un plaisir, c'était un bon moment. Enfin, c'était un plaisir. Non, certainement pas pour les gens qui nous écoutaient. Ils ont dû se dire, mais c'est quoi cette dépression absolue Pas du tout. de ce connard? Non, mais Mais parce voilà. que finalement, c'est plein d'espoir ce que tu fais. T'es quand même tombé très bas et t'as quand même eu le mental de fou pour remonter. Et ça pourrait motiver en tout cas, donc c'est vraiment bien. Ouais, ça peut motiver des gens, ouais, bien sûr, franchement, il le C'est un faut. bel exemple. Ouais, ouais. Ouais, c'est très courageux. Les porteurs de projets, les entrepreneurs que j'accompagne maintenant dans leur dynamisme d'entrepreneurial, ouais, je leur raconte cette histoire. Je leur raconte ce truc en mode, voilà, tu peux tout perdre, Mhm. tu peux te foirer, tu peux, voilà, faire des mauvaises, comment dire, des mauvaises rencontres en termes d'association, parce que bien sûr qu'aussi en termes d'association, j'ai vécu des choses dans l'entrepreneuriat qui sont difficiles. Tu peux tout le temps te relever, tu peux toujours essayer de te relever en tout cas, et faire un maximum, quoi. Je milite aussi pour arrêter de dire, parce que j'entends souvent maintenant, il y a un peu un truc, un peu une hype sur l'échec, mais je trouve qu'il y a un côté que j'aime pas trop, où les gens disent, j'ai déjà entendu, mais en vrai c'est cool l'échec. Et ça m'énerve. Donc je le Ouais, redis, ouais, bon, en tout cas c'est mon point de vue, mais je vais le donner, l'échec c'est pas cool. Ça sert à avancer, ça c'est sûr, ça bien apprend sûr. beaucoup de choses. Par contre, l'échec en Exactement. lui-même, je vous le dis, c'est pas cool. Et celui qui Pas dit, cool. l'échec en vrai c'est cool, c'est quelqu'un qui a eu un échec éclaté. Je vous garantis que l'échec, non, c'est pas cool. Par contre, Ah ouais, effectivement, quand t'es dos au mur et que ça t'arrive et que tu dois t'en sortir, peu importe comment, mais que tu vas tout faire pour, là, effectivement, derrière, c'est intéressant et c'est quelque chose que tu gardes en toi et que t'auras appris, Ouais. etc. Après, ça fait partie de ton ADN, voilà, d'avoir des situations d'échec et tu rebondis, des situations dramatiques, mais tu le vis quand t'es jeune dans le sport, tu le vis avec tes amis, tu le vis à la cour de récré, tu vois, en soi. Mais en réalité, chacun s'adapte différemment face aux échecs.
Moi, j'ai plus une mentalité à me dire que l'échec te construit et t'aide à avancer. Bien sûr. Mais en France, on va plutôt te dire que quand t'es en échec, c'est que t'es une merde, ou voilà, quand t'as eu un échec, c'est que t'es une merde, etc. Donc, c'est une autre mentalité, alors que c'est vrai que dans la mentalité anglo-saxonne, l'échec amène à la réussite. Souvent, on te dit, ah, t'as réussi, mais t'as eu combien d'échecs avant? Et je pense que ça, c'est une bonne mentalité. Mais oui, l'échec, c'est pas cool. Peu importe les échecs, peu importe les situations que t'anticipes pas ou que tu n'as pas envie d'anticiper parce que tu t'as pas envie de visualiser des choses qui sont pourries, quand tu les prends plein fer, c'est jamais simple. Peu C'est clair. importe la situation. Et on ne Voilà. l'apprend pas à l'école. Et ça, tu l'apprendras nulle part que dans ta fucking life. À l'école de la vie. L'école de la vie, les mecs. Oh le lourd. Bon, et ben en tout cas, Vincent, bah merci. Merci Vincent, c'était vraiment Merci cool. à vous les frérots, c'était cool. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. Carrément, à C'est toi pour aussi. ça. En même temps, je pense que le pire, en tout cas j'espère, le pire est passé pour toi. Et on te souhaite Ouais, plein de bon. bonnes choses. On se dit à très vite tout le monde pour un prochain épisode avec encore évidemment un invité exceptionnel la prochaine fois. On ne vous dit pas tout. Déjà parce que, on va pas vous mentir, on ne sait absolument pas qui est notre prochain invité. Eh ben Lopez, on va ça appeler sera Lopez. peut-être là. Eh ben écoute, si tu veux, peut-être la demande est faite. Fernand Lopez, si tu nous écoutes et si tu veux nous parler, y a pas de problème. On est là pour ça. Et si un jour t'as un petit souci, si tu veux qu'on te défende, on est là. Surtout Hul, on dirait pas comme ça, mais Non. sous ce t-shirt XXL, il y a des gros bras. L'équipe, à très vite. Merci pour tout. À Les bientôt. frérots, gros bisous, merci pour tout, merci de votre gentillesse et félicitations pour votre chaîne. Abonnez-vous, likez, mais Ça, c'est nous, ça. cloche et compagnie, soyez bons. Cliquez. Voilà. Et Soyez n'oubliez bons. pas, après l'échec, tout est fabuleux. Ciao. Fabulous Show. Ciao. Bienvenue dans le fabuleux show, le podcast Fab et Hul. Ici l'échec c'est notre boulot, donc interdit de se sentir nul. Parce que c'est pas cool, raconte-nous tout ça te fera du bien. T'auras moins les boules, en rigolant c'est encore mieux. Les galères ça va ça vient, après l'échec tout est fabuleux. On efface pas le passé et non fraté, on prépare mieux le futur. En parler c'est important, dis-nous tout le gâter. Rigoler ça soigne les blessures. Donc regarde devant pas derrière, car demain sera mieux qu'hier. Fab et Hul disent tous les deux, normal on est jumeaux, qu'après l'échec tout est fabuleux. On dira pas qui est le plus beau. Oui, oui, ils disent tous les deux que le plus important, c'est d'être heureux. Parce que c'est pas cool. Parce que c'est pas cool. On n'efface pas le passé et non fraté, on prépare mieux le futur. En parler c'est important, dis-nous tout le gâter. Rigoler ça soigne les blessures, donc regarde devant pas derrière.